Bonsoir à tous. Merci pour ceux qui étaient aux rencontres nationales de la copropriété d'être restés. Et merci à ceux qui sont derrière leur écran. Vous êtes plus de 300 à être inscrits pour le débat qui est consacré à la surélévation. Et pour cela, on va voir qu'il s'agit d'un enjeu de taille. Il y a quelques années, on nous avait annoncé des dizaines de millions de mètres carrés à Paris et Île-de-France qui étaient susceptibles d'être réalisés en surélévation. Le chiffre est peut-être très important, il est peut-être trop important, mais en tout cas c'est un enjeu majeur pour les copropriétés aujourd'hui. Et pour cela, nous avons réuni ce qu'on peut appeler un collège d'experts, des personnes de différentes sensibilités, de différentes pratiques également, qui vont évoquer avec nous la surélévation, qui est loin d'être anecdotique, on va le voir, c'est une réalité. C'est une réalité aujourd'hui, c'est une réalité pour demain. Et pour cela, nous avons demandé à celui qui nous suit fidèlement depuis quelque temps déjà, Henri Buzicazo, d'assurer la coordination de ce débat. Je lui laisse tout de suite la parole et je remercie les intervenants déjà pour leur participation. Merci beaucoup. Les autres années, je me suis demandé pourquoi vous me choisissiez pour animer ces débats un peu plus stratégiques, un peu plus politiques que le reste des deux journées qui sont juridiques strictement. Alors bon, je me suis dit que vous me trouviez un talent particulier, mais cette année vous avez eu raison. Parce que je fais partie des rares, il y en a un qui ça fait sourire à la tribune, à juste titre, qui, depuis longtemps, j'ai cette fierté, considère que la surélévation des immeubles est une solution. Voilà, une vraie solution. Alors, j'imaginais d'entrée de jeu que c'était une solution pour créer tout simplement des logements, davantage de logements et contribuer à loger les ménages en zone tendue, tout particulièrement, là où la copropriété existe. Voilà, j'ai fait partie de ceux qui, d'entrée de jeu, ne se sont pas dit on doit en sourire. Un petit historique, la première à avoir émis cette idée-là, ministre du Logement, s'appelait Christine Boutin. Un jour, sur les ondes d'une grande radio, elle était ministre en exercice, elle aimait cette idée. Ça fait rire tout le monde, ça fait sourire tout le monde. Alors, les plus sérieux, je me rappelle le président de la Fédération du bâtiment de l'époque réagit avec des considérations techniques liées à la résistance des matériaux. Bon. Mais les autres disent franchement, soyons sérieux, c'est pas comme ça qu'on va loger davantage de ménages. Bien sûr, c'est une voie. Et aujourd'hui, avec le zéro artificialisation nette, avec ce décret, mais pas seulement de l'actuel gouvernement, de l'État français, c'est une décision beaucoup plus large que ça. On ne va plus artificialiser de nouveaux terrains et donc il faut faire avec ce qu'on a. Il est clair que c'est une voie majeure pour loger davantage de ménages. Et il y a une autre considération qui s'ajoute à ça et qui donne de l'actualité à ce sujet, sur laquelle, oui, j'ai des convictions aussi. Nous devons faire cette transition environnementale au sein de nos immeubles en copropriété. Nul ne sait où nous allons en trouver les moyens. Nul ne le sait. Voilà. Bien sûr, il y a des aides publiques. MaPrimeRénov' est un outil majeur. Il a été mis sur la table déjà plusieurs milliards d'euros. Une goutte d'eau par rapport à ce qu'il faut. On a dans la surélévation aussi une voie d'enrichissement, je dirais, des copropriétés et de financement des travaux liés à la mutation environnementale et plus largement à l'entretien des immeubles. Voilà, donc deux considérations majeures qui font que ce sujet, il est déterminant. Il n'est pas interstitiel, il n'est pas anecdotique, on ne doit plus en sourire, mais je crois que c'est terminé. On a fait du chemin en quelques années. Alors, effectivement, on a réuni des experts à des titres divers. On va voir quelles sont leurs conviction sur le sujet, parce qu'on est dans des entretiens professionnels, on se dit la vérité. La vérité, c'est, je crois, ce que je viens de dire, hein, des objectifs qui ne sont pas contestables, mais c'est des embarras. C'est des choses difficiles à surmonter quand on est sur le terrain. Alors, quand on est sur le terrain, on peut être d'abord un administrateur de biens, parce que ça, c'est le premier intéressé par le rapport à la copropriété, que proposer à la copropriété. Renaud Franchet on a écrit qu'il était administrateur de biens. Il n'est pas administrateur de biens, il est régisseur.
Voilà, il est régisseur parce qu'il est lyonnais et que quand on est à Lyon, on n'est pas administrateur de biens. Voilà. Donc il est avec nous, il est le syndic dans ce débat, vous représentant tous, parce qu'il y a beaucoup de syndics et dans la salle virtuelle. Le syndic, il peut vouloir répondre aux objectifs que j'évoquais, il peut vouloir innover. Et puis il y a le principe de réalité. Comment on fait pour convaincre, comment on fait pour emporter la décision. Voilà. Donc il faut appuyer sur le bouton qui est en bas. Et normalement, tout se passe bien, ça s'allume. Oui, oui, voilà, tout à fait. Merci beaucoup d'être avec nous. Quand on veut parler de copropriété et de surélévation, on pense aussi à celui qui est un pionnier en la matière, qui est Didier Minieri. Didier Minieri est architecte. Sa première approche était celle d'un architecte qui s'est dit, comme d'autres pouvaient se le dire et se le sont dit parce que voilà, le mouvement est en marche. Face à un immeuble, qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on peut le faire évoluer? Et Didier, le premier, s'est dit, mais c'est une vraie solution, c'est une vraie voie. Il a, au-delà de son atelier d'architecture, il a créé une société dédiée à ça qui s'appelle le Hub Factor et il est avec nous. Bonjour Didier. La copropriété a aussi besoin d'un homme de l'art. Alors elle n'en a pas besoin tout le temps, elle en a besoin lorsqu'il y a des tournants de son histoire, lorsqu'elle se modifie. Et Jean-François Dalbin est président honoraire de l'ordre des géomètres experts. Le géomètre expert, on fait appel à lui quand il y a des transfigurations dans la copropriété, et donc il est avec nous. Merci beaucoup, président. Bonjour. Et puis, pas seulement parce que c'est une fidèle de ces entretiens, ça aurait pu être une raison suffisante, mais Agnès Lebatteux, avocate spécialisée, est avec nous. Il y a évidemment, quand on est dans la vie de la copropriété, le droit qui s'impose à la copropriété, la décision, les modes de décision qui ont évolué. D'ailleurs, on va faire le point là-dessus. Merci beaucoup Agnès d'être avec nous. Bonsoir. Alors, bon... Didier, on va commencer par une présentation de ce qu'est la surélévation, le potentiel. Il a été dit en introduction, on a entendu des chiffres de mètres carrés. Je disais non, ce n'est pas une solution interstitielle, c'est une vraie solution. Parlons concrètement de ce qu'est cette surélévation. Qui peut-elle concerner? Quelle copropriété peut-elle concerner? On pourrait évoquer d'ailleurs un logiciel que tu as développé au service des administrateurs de biens pour identifier ce potentiel. On peut parler aussi des considérations techniques. Je les ai évoquées d'entrée de jeu. On s'est dit, mais est-ce que c'est jouable? Bon, on parle de résistance des matériaux, on parle de travaux en site occupé. Voilà, donc ton descriptif, avec l'enthousiasme que tu as, Tout à fait. Pourquoi es-tu enthousiaste? Voilà, c'est ça la question. Bon, déjà, merci Henri pour cette belle introduction. Effectivement, l'idée ce soir de participer à une table ronde sur le sujet de la surélévation, c'est effectivement, dans le cadre de vos rencontres, me semble tout à fait judicieux et surtout avec une actualité qui est vraiment très importante. On fait face à une augmentation notamment du prix de l'énergie. Tous ces sujets de rénovation sont essentiels et la question du financement de cette rénovation énergétique vraiment se pose. Alors, effectivement, je suis architecte de formation. J'ai créé Hub Factor en 2017, à la suite de un peu plus de 15 ans d'exercice de la maîtrise d'œuvre, où j'ai fait plusieurs surélévations, et où au départ, on s'est naturellement intéressé à celles qui se voyaient, c'est-à-dire aux dents creuses. Et c'est-à-dire qu'on se baladait dans la rue, on voyait des bâtiments plus bas que les autres, qui ont été construits à des moments où la réglementation n'était pas la même, et ainsi de suite. Rapidement, on s'est dit, après avoir réalisé les premiers, on s'est dit, mais en fait, il y en a partout. Comment on peut faire pour identifier ce gisement, puisque beaucoup de détracteurs, pas forcément détracteurs, mais ne voyaient que les complexités de ce genre de projet. C'est-à-dire que c'est en copropriété, c'est long, c'est difficile, il faut faire des reprises de structure. Et nous, on leur dit, mais oui, mais c'est peut-être pas ceux qui se voient qui sont les plus intéressants. Ceux qui sont sans doute les plus intéressants, c'est par exemple l'immeuble qui fait 1000 m² et où il y a un seul niveau à réaliser. Et comment faire pour trouver ça, pour établir quelque part ce gisement? Alors l'APUR, on en a parlé en introduction, avait fait une étude en 2014, publiée en 2015, qui disait qu'à Paris, il y avait un peu plus de 11 000 bâtiments qui étaient éligibles à la surélévation et qui représentaient environ 3 millions de mètres carrés. Anne Hidalgo a lancé les premiers projets, il y en a eu quelques-uns qui se sont faits, mais malheureusement, ça n'a pas
on va dire, essaimé, et il n'y a pas eu, on va dire, l'effet escompté. L'enjeu a été de dire que ce potentiel existait et qu'il fallait simplement le révéler. C'est pour ça qu'on a mis au point un outil logiciel donc, qui est au service des administrateurs de biens, où on analyse massivement finalement les adresses en gestion et où on trouve les mètres carrés qui restent à construire au vu des règles en vigueur du PLU. C'est-à-dire qu'on a un algorithme qui reconstitue la hauteur des bâtiments et qui permet ainsi de faire le delta entre ce qui existe et ce qui est autorisable. Naturellement, derrière, on fait un croisement avec l'administrateur de biens pour dire quels sont les besoins de l'immeuble, quelles sont les opportunités qui pourraient intéresser les copropriétaires pour engager une telle démarche. Parenthèse, lorsque tu parles du potentiel analysé pour la ville de Paris, par exemple, mais c'est vrai pour Lyon, c'est vrai pour d'autres villes à fort potentiel, ça concerne le logement social. Ce n'est pas le sujet du jour, puisque les bailleurs sociaux, sauf exception, ne sont pas en copropriété. On a des propriétaires uniques qui décident de l'évolution de leur patrimoine. Mais ça concerne le logement social, et c'est majeur dans le logement social. Ça peut mériter des débats dans d'autres lieux, et bien sûr la copropriété privée. Exactement, vraiment deux grands types d'acteurs. Bien sûr, les propriétaires uniques, c'est-à-dire les grandes foncières et les bailleurs sociaux, et ensuite, bien sûr, la copropriété. Alors, l'intérêt d'un outil informatique, c'est de faire du traitement statistique, et à grande échelle. Pour essayer aussi de tordre le cou à cette histoire du marché de niche. On a commencé, et Renaud, je suis très heureux de participer avec Renaud à cette table ronde, puisque la Régie Franchet a été le premier administrateur de biens à nous confier en 2018 l'analyse de son patrimoine. Donc ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on a pris toutes les adresses, on les a mis dans le logiciel et on a trouvé sur un peu plus de 300 immeubles analysés, un peu plus de 30 bâtiments éligibles. Et ça a été un des premiers à nous faire confiance et à lancer un premier projet de surélévation pour lequel on a obtenu un permis de construire et qui sera en réalisation sur l'année 2022. On aura l'occasion d'en reparler. On parlera tout à l'heure. L'enjeu de cette détection, c'est d'identifier à l'échelle de patrimoine, mais aussi à l'échelle du coup de métropole, tous les potentiels. Rapidement, sur les 10 plus grandes métropoles françaises, puisqu'on a commencé par travailler, on va dire, sur les secteurs les plus tendus, là où il y a le plus de besoins, on a identifié un peu plus de 300 000 copropriétés et 10% d'entre elles sont éligibles à la surélévation. C'est quand même un chiffre assez majeur, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un marché de niche en fait, c'est un vrai outil qui mérite d'être exploité. 300 000 copropriétés, juste un chiffre, si vous ne l'avez pas en tête, c'est 40% des copropriétés françaises. Voilà. Tout à fait. En fait, on travaille donc via cet outil logiciel sur un traitement statistique, c'est-à-dire qu'on prend bien sûr le registre de la copro, on analyse toutes les emprises bâties, on collecte toutes les informations liées aux étiquettes énergétiques et ainsi de suite, et on fait le tri en faisant le croisement de toutes ces données et en analysant et en allant voir ensuite les gestionnaires et les syndics pour leur dire tiens, vous avez un potentiel là, comment se passe la vie de la copro? Est-ce qu'il y a des travaux prévus? Comment on peut vous accompagner? Un exemple de traitement un peu à grande échelle, encore une fois, on donne des chiffres pour vous montrer un peu la taille, à l'échelle par exemple d'un opérateur tel qu'Auralia, sur la métropole de Lyon et l'Île-de-France, c'est environ 4300 bâtiments en gestion. Sur ces 4300 bâtiments, on a analysé, il y a un peu plus de 20% des immeubles à Lyon, sur la métropole de Lyon, qui sont éligibles, et à peu près 12% en région Île-de-France. Normal, on est plus dense en région Île-de-France, on est un peu plus lâche en métropole de Lyon. Sur ces 740 potentiels identifiés, 214, c'est des chiffres qu'on aime bien utiliser parce que ça a été un peu notre étude test, 214 ont des projets de rénovation globale dans les 5 prochaines années. Donc on commence par ceci. Et donc l'idée, c'est d'accompagner ensuite les gestionnaires dans la démarche d'accompagnement, de révélation du potentiel auprès des copropriétaires, puis ensuite d'une démarche d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Alors, ensuite, très clairement, je parlais de valorisation de la copropriété. Doublement, on va revenir sous l'angle de la valorisation vénale, mais aussi apport financier économique. La cession des droits à construire, du foncier aérien, pour le dire clairement, comment ça se passe? Voilà, comment on peut faire venir de l'argent? Parce que tu parles de grands projets de rénovation, non seulement environnemental, de plus en plus on s'aperçoit, on entend des syndics, qu'on va embarquer, alors avant on disait on va embarquer l'environnemental dans les travaux ordinaires, ce qu'on constate c'est presque l'inverse aujourd'hui, on va faire de l'environnemental et on va en profiter pour faire ce qu'on n'avait pas fait. Bon, en tout cas c'est beaucoup d'argent qu'il faut faire entrer dans la copropriété, dans le jeu. Comment ça va fonctionner? Alors, l'idée aussi de Pactor a été de relier finalement la création de valeur
aux besoins des copropriétaires, en allant chercher notamment une rémunération pour la copropriété indexée au chiffre d'affaires de l'opération. C'est-à-dire qu'on va, dans l'idée, c'est de dire on établit un projet de surélévation avec, imaginons, 1000 m², avec une valeur, on va dire, de 5 000 € du mètre carré, de prix de vente des futurs appartements. Parfait, c'est un bon exemple. Voilà, 5 millions du coup de valeur créée. Eh ben, 10 à 15% de cette valeur créée va revenir directement aux copropriétaires par un mécanisme assez simple, notamment de financement de travaux qui viendrait en compensation de la cession d'un droit à construire. Ça, on l'embarque de plusieurs façons. On teste de plein de manières possibles ce sujet. On peut faire de la dation en travaux. Nous, ce qu'on aime bien et ce qu'on est en train d'expérimenter avec notamment Maître Le Batteux, mais aussi Maître Chazelle à Lyon, sur des sujets où on embarque un CPI, un contrat de promotion immobilière, qui est dû par le promoteur qui va acheter les droits à construire pour le compte des copropriétaires. Ça leur permet d'avoir une garantie de moyens et on va dire de résultats sur les futurs travaux qui vont être réalisés en compensation du droit à construire. Ça, c'est une démarche que nous, on essaye de porter parce que ça sécurise, on va dire, la copropriété dans la démarche de faire. Ça lui donne un outil et ça permet ainsi de se lancer plus facilement dans l'opération. Voilà. Donc financer des travaux de rénovation globale. On voit que les métropoles l'imposent presque maintenant. Ils octroient des permis de construire de surélévation si on rénove les bâtiments existants. Et les deux sont liés. Les deux sont intimement liés. Et le sujet qu'on a ensemble à Lyon, alors au départ, pas forcément de gaieté de cœur parce qu'ils ont poussé les curseurs, mais quelque part, on est vraiment là-dedans. C'est que l'idée, c'est si on exploite le potentiel, c'est aussi pour faire du mieux, du plus, en allant chercher du moins 35, moins 40, voire moins 50% d'économie d'énergie. Voilà, c'est ça l'enjeu. Alors, on parlera, parce que tu l'as évoqué, de la décision publique, le permis de construire, très simplement, puisque sans élus qui décident, rien ne peut se faire. Donc on va revenir sur ce point. Alors on n'a pas d'élus à cette table ronde, parce que voilà, c'est pas le lieu, on est entre opérateurs directs de la copropriété ici, mais on évoquera très clairement le rôle de l'élu dans cette affaire. On va continuer sur l'analyse des circonstances, on va dire, de la surélévation. Agnès, la toile de fond juridique. Moi, j'ai en tête que le législateur, on parlait de la décision publique, c'est quand même collé. Alors, j'évoquais tout à l'heure une ministre du Logement, qui la première avait évoqué ça. C'est pas sous son règne, si je puis dire, que les choses ont évolué, mais elle a quand même inspiré un mouvement. Et il me semble que la loi aujourd'hui fait, peut-être pas encore suffisamment, mais la part belle à cette transformation, donne quand même un certain nombre de gages et facilite la situation. Ton regard là-dessus? Oui, clairement, la rupture, ça a été la loi Allure, en réalité, puisque avant la loi Allure, on avait des contraintes. 8 ans, nous fêtons aujourd'hui les 8 ans de la loi Allure. 24 mars 2014, 24 mars 2022. Voilà. Exactement. Alors, je ne dis pas qu'il y a eu un effet immédiat, mais la loi Allure, déjà, va complètement faire sauter les verrous précédents qu'on avait. On avait un premier verrou qui était la majorité requise pour la cession du droit de surélever. Alors quand c'était le syndicat qui décidait de faire lui-même l'opération de surélévation, j'en parle même pas, c'était l'unanimité. Mais ça reste une opération périlleuse de toute façon. Mais en revanche, sur l'opération de cession du droit de surélever, on était en article 26 systématiquement, et on sait que l'article 26, même quand c'est pour récupérer de l'argent, on a toujours du mal à l'obtenir. C'est malheureusement une évidence, alors un petit peu moins maintenant, puisque avec l'ordonnance, on a une passerelle qui permet d'abaisser cette majorité. Mais c'était un véritable obstacle, 2/3 des voix, la moitié en nombre de tous les copropriétaires. Donc première modification qui a quand même beaucoup joué, c'est de dire, pas du 26, on va passer en 25, à condition qu'on soit en zone tendue. Donc bien entendu, les opérations d'upfactor sur Paris, Lyon et pratiquement toutes les grandes agglomérations sont concernées par cette disposition, et on peut voter la cession du droit de construire à un promoteur notamment, à l'article 25, majorité absolue des voix, et même depuis l'ordonnance, on peut utiliser la passerelle. Donc finalement, on peut envisager que la décision elle soit embarquée par la majorité des voix exprimées des copropriétaires. Donc c'est vraiment devenu une opération, sur le plan des majorités, presque facile. Ça, c'était le premier verrou. Deuxième verrou, et il n'était pas négligeable, c'était les occupants de dernier étage. Le droit d'opposition, le droit de veto du copropriétaire du dernier étage.
Parce qu'une fois qu'on avait réussi à convaincre tout le monde, il fallait encore négocier avec le copropriétaire du dernier étage qui disait « c'est pas tout à fait faux, mais moi j'ai acheté un dernier étage. Vous venez construire 1, 2, 3 étages au-dessus de ma tête, en réalité vous modifiez complètement les modalités de jouissance de mon lot, et donc j'ai un droit de veto sur l'opération. Et un droit de veto, ça se rachète, en général très cher. Donc parfois, ça n'a pas de prix, madame. Vous savez bien, ça n'a pas de prix. Donc ça, c'était un deuxième obstacle très sérieux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les premières surélévations qu'on a vues avant Allure, c'était toujours les surélévations du copropriétaire du dernier étage. En pratique, il n'y avait pas d'intervention de tiers. Avec Allure, on change ce droit de veto en un droit de préférence. C'est-à-dire que le copropriétaire n'a plus le droit de s'opposer au projet. Il peut simplement dire je suis intéressé et donc c'est moi qui vais réaliser l'opération. Je propose de préempter en fait le droit que vous envisagez de céder. Alors il y a une petite modification entre Élan et l'ordonnance parce qu'au départ c'était les copropriétaires du dernier étage qui avaient ce droit de préférence. Et ça ne collait pas très bien parce qu'il nous arrive quand même de faire des surélévations juste sur une moitié d'immeuble. Typiquement, la surélévation du copropriétaire du dernier étage qui veut se faire une pièce en plus, il ne va pas au-dessus de son voisin. Donc il y a une petite rectification avec l'ordonnance qui parle maintenant des copropriétaires situés sous la surélévation. C'est lui qui a le droit de préemption. Alors, je dis lui parce qu'on considère que les copropriétaires situés sous la surélévation, c'est quand même le copropriétaire du dernier étage, pas celui du premier. Sinon, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais c'est vrai que la formulation est un peu ambiguë. On n'y est pas encore tout à fait. Voilà, c'est directement en dessous. Bon. Donc là, il y avait un petit calage à faire. Donc c'est un droit de préemption, et c'est un droit de préemption qui finalement va assez peu s'appliquer lorsque c'est une cession à un promoteur, parce que, a priori, un droit de préférence, bien que le législateur ait été extrêmement succinct sur ce que c'est que ce droit de préférence et comment il s'exerce, un droit de préférence ou un droit de priorité, appelons-le comme on veut, c'est aux mêmes modalités et conditions. Donc si le syndicat des copropriétaires cède à 10% de 5 millions le droit de surélever l'immeuble, il est assez évident que malheureusement le propriétaire du dernier étage n'aura pas la possibilité de préempter ce lot transitoire droit de construire compte tenu du prix et de l'importance de la cession. Donc en réalité, ce droit de préemption, la plupart du temps, ne va pas fonctionner, en tout cas pas sur les opérations promoteurs, ce qui ne signifie pas qu'il ne faut pas tenir compte du copropriétaire du dernier étage, parce qu'effectivement, il subit un préjudice. Au moment où il y a la construction de ces étages nouveaux, il a à la fois les inconvénients du chantier, et puis surtout, il a une dévalorisation de son lot, c'est exact, dont il faut tenir compte quand on votera la cession. C'est-à-dire qu'on va un peu le priver de ses droits, mais malgré tout, il faut penser à l'indemniser du préjudice subi, et ça c'est impératif parce que c'est au syndicat de l'indemniser. Donc il y a intérêt à le prévoir en amont avec le promoteur. Alors on va évoquer ce sujet, on reviendra vers toi sans doute à d'autres moments, mais aussi peut-être pour identifier ce qui pourrait s'améliorer encore dans la réglementation. Est-ce que je me trompe en disant quand même qu'aujourd'hui le matériau juridique est de bonne qualité, permet, j'entends un discours qui est plutôt favorable de ta part. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on arrive à faire passer les décisions de l'Assemblée générale, avec toutes les contraintes habituelles qu'on connaît en copropriété. D'abord, c'est long. Il faut associer les copropriétaires dès le début sur le projet, parce que sinon, c'est même pas la peine. On va voir ça avec Renaud très concrètement. Voilà, on a un temps de déclenchement qui est forcément très long. Il faut être extrêmement rigoureux, tant sur la rédaction des résolutions, sur la définition du prix, sur la définition du projet, parce qu'on va aussi faire voter le projet. Donc voilà, c'est techniquement compliqué, mais en revanche, ça passe. Enfin, je pense que là-dessus, Renaud sera bien plus à même que moi de le dire, mais ça passe. Ici même, ces 2 jours, traditionnellement, sont là pour faire des exégèses des textes tels qu'ils sont, mais aussi pour les critiquer. On fait un peu de prospective dans chaque séquence de ces 2 journées, donc on en fera. Mais globalement, le législateur a fait le job, voilà, on va dire. Bon. Et parce qu'il y avait un besoin, parce qu'il y avait effectivement un enjeu politique de première importance. Alors, Jean-François, le lien est fait aisément.
Peut-être un mot, on est moins familier ici de la participation des géomètres experts hein, que d'autres acteurs de la copropriété. Donc le rôle du géomètre quand la copropriété se transforme, et clairement si elle ajoute un étage ou deux ou trois à la structure, elle se transforme, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'enjeu? On a parlé de valorisation. On se le disait à l'aparté, on n'a pas ici d'expert immobilier, mais le géomètre ne peut pas être indifférent à la valorisation, aux enjeux de valorisation. Donc, ton regard aussi là-dessus. Déjà, le géomètre expert va intervenir à plusieurs niveaux dans ce montage. La première des choses, on va identifier l'immeuble, faire les relevés des derniers étages, faire apparaître la structure, faire ressortir la structure, faire des coupes, pouvoir analyser, apporter à l'architecte l'environnement urbain pour les problèmes de prospects, parce que certains prospects se calculent par rapport aux ouvertures des immeubles voisins. Donc on va déjà avoir cette analyse-là. On va également ensuite avoir une analyse par rapport aux voisins. Si on prend l'exemple des dents creuses, c'est quelque chose quand on parle sur l'élévation de l'immeuble, on n'y pense pas. Mais malheureusement, on est confronté à des murs de part et d'autre qui sont des murs mitoyens nés, mais qui, pour la partie haute, sont privatifs. Et il va y avoir des ouvertures dedans, souvent des jours de souffrance. Alors les jours de souffrance, on sait que ça ne génère pas de droit, si ce n'est que la Cour de cassation a reconnu qu'il pouvait y avoir un droit sur la ventilation qu'il faudra reprendre dans l'immeuble. Donc nous, on se doit de l'identifier. Et aujourd'hui, une surélévation se fait souvent en matériaux légers qui dit qu'on va utiliser le mur mitoyen, puisqu'on va ancrer la poutre dans le mur, donc il va falloir envisager le rachat de mitoyenneté. Donc pour l'instant, je n'ai pas parlé de copropriété, mais j'y viens. Donc il y a tous ces aspects-là qu'il va falloir prendre en compte. Et ensuite, en matière de copropriété, on va analyser les éléments, on va créer souvent un lot transitoire qui va comprendre le droit de construire, et pour le valoriser, on attendra l'épure de l'architecte pour valoriser ce qui deviendra des parties privatives. Éventuellement, il pourrait y avoir des parties communes spéciales, mais c'est peut-être pas utile, si on a juste un bout de couloir, de le faire en partie commune spéciale, parce que qui dit partie commune spéciale, ça veut dire des charges spéciales. Ça complique la gestion, et quand on passe un contrat d'entretien, on ne va pas avoir un entretien pour la cage d'escalier, un entretien pour un bout de couloir. Donc il faut arrêter le fantasme sur les parties communes spéciales. Et donc on va valoriser les parties privatives pour valoriser l'ensemble en termes de tantièmes, voir l'impact sur les derniers lots qui vont avoir, donc ils vont être indemnisés, et voir en termes de tantièmes si ça a un impact également. Et puis, derrière, il faudra prendre en compte toutes les grilles de charges qui vont être modifiées, puisque on va souvent avoir, en fonction de l'importance de la surélévation, un nouvel ascenseur, remplacer l'ancien, ou la création d'un ascenseur parce qu'il n'existe pas. Il va falloir envisager tous les réseaux, le chauffage et ainsi de suite. Donc il y a également une nouvelle analyse de la copropriété, voir si on a un vieux règlement, est-ce que les charges sont conformes à la loi de 65, parce que quand on a un immeuble qui est créé avant 1965, on sait parfois que c'est un peu tout et n'importe quoi en matière de répartition des charges. Donc on a tous ces aspects-là. Et ensuite, pour en venir à la valorisation. La valorisation du droit de construire qui va être cédé et qui, en fin de compte, va souvent compenser les travaux. Il devrait y avoir normalement une méthode objective. Mais on rentre dans le subjectif. Dans la vie de la copropriété. Dans la vie de la copropriété. Puisque l'objectif, c'est comme pour n'importe quel promoteur qui fait un bilan promoteur, il a tant de mètres carrés à vendre, ça lui coûte tant, et donc ce qu'il peut dégager, ça va revenir en revenu pour la copropriété. Le souci, c'est que derrière, il va y avoir des travaux très importants, et voire disproportionnés parfois, et donc la valorisation
du droit de construire, pour un copropriétaire, ça ne sera jamais assez cher. Parce que si on lui dit on surélève l'immeuble et derrière il faudra quand même payer un petit peu, ils vont mal le vivre. On a exactement la même chose quand on achète un bout de couloir ou le WC commun. Moi, je dis toujours à mes copropriétaires, quand ils viennent me demander de faire un modificatif, je leur dis, si vous devez le faire passer en assemblée générale, choisissez votre année. N'allez pas le faire le jour où vous allez voter le ravalement, parce que votre bout de couloir n'aura pas de prix. Vis-à-vis des copropriétaires, il y a ce point-là à voir. Après, je leur explique souvent que l'intérêt, c'est qu'eux, ils y gagnent, et également celui qui... enfin, la copropriété. Donc, il doit y avoir un bénéfice pour financer les travaux, c'est aussi que ça puisse être partagé entre tous. Et donc, il va y avoir le coût des travaux. Ça crée l'opportunité, c'est-à-dire que ce décalage que tu mentionnais, parfois, entre un moment qui n'est pas opportun et puis un projet, ça peut se résoudre. Ça peut se résoudre. Et dans le cas de la surélévation, c'est justement parce qu'il va y avoir des travaux que l'on va faire cette surélévation. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de surélévation, parce qu'il y a réellement un besoin. Les passoires thermiques, bientôt, on ne pourra plus les louer, voire les vendre. Ça risque d'en arriver là. Et donc, de toute façon, il va falloir isoler. Et les copropriétaires n'ont pas forcément les moyens de le faire. Donc, il va falloir pouvoir répondre par cette surélévation à ces besoins de travaux. D'accord, c'est parfaitement clair. Sur l'équation, juste une chose, sur la nouvelle équation de la copropriété, quant au millième, la répartition des charges, est-ce que globalement, on peut dire quand même, avec les nuances qui ont été apportées, mais en rajoutant un étage ou deux, c'est-à-dire plusieurs copropriétaires, plusieurs lots, on va avoir un rapport dénominateur-numérateur plus favorable ou pas? Est-ce que pour chaque copropriétaire, déjà dans la copropriété, ça va alléger la charge? Est-ce que c'est un argument qu'on peut utiliser? Tout à fait. On va répartir la charge, puisque quand il y avait... si par exemple on a un concierge, s'il gère 10 lots et que demain il en gère 15, automatiquement on voit bien que le coût pour les copropriétaires va diminuer. Mais c'est valable pour d'autres charges automatiquement. Il y a juste peut-être des cas où, par exemple, un ascenseur n'existant pas étant créé, on va créer une charge nouvelle et très importante. On va créer une charge, mais aussi on va apporter un service. Parce qu'aujourd'hui, même sans surélever... Et une valorisation des lots. Et une valorisation des lots. Parce que quand on le voit bien aujourd'hui dans un immeuble ancien sans le surélever, les discussions qu'il y a à n'en plus finir pour créer l'ascenseur, ou certains copropriétaires des étages généralement les plus élevés qui s'achètent l'ascenseur et les autres le refusent. Donc là, on va leur apporter. C'est clair. Alors, Renaud, je t'ai gardé pour la bonne bouche, si tu me passes cette expression. Parce que, au fond, d'abord, il y a ce que j'appelais les conditions de la surélévation. Elles sont juridiques, elles sont techniques et pratiques. On l'a vu avec Didier, mais aussi avec Jean-François, avec les géomètres experts. Et puis ensuite, il y a la faisabilité par celui qui est le conseil de la copropriété, qui est l'exécutif de la copropriété, au terme de la loi, mais qui va dépendre d'une décision, qui sera prise ou qui ne sera pas prise. Tu as été pionnier, tu l'as dit, on l'a entendu de la bouche de Didier. Pourquoi l'as-tu fait? Pourquoi tu as eu cette audace-là? Qu'est-ce que de quoi peux-tu témoigner aujourd'hui? Est-ce que la facilité... sur les embarras, parce qu'on a entendu qu'il y avait aussi des difficultés. Voilà, ton expérience, de manière extrêmement concrète, l'enjeu face à des confrères, c'est de les faire basculer. Il y a de la tiédeur, il y a du scepticisme, c'est encore nouveau. On voit tout ce que ça peut apporter. Voilà, tu as le rôle de convaincre. Alors, on va essayer. Effectivement, quand avec Didier, on se connaissait d'une autre vie et on s'est croisés professionnellement. Et puis ça a tout de suite bien percuté. Moi j'ai été assez passionné par le projet et je me suis dit il y a peut-être quelque chose de nouveau
pour le métier, c'est que nous, on a l'habitude de collecter de l'argent. Et là, en fait, on avait... Les percepteurs. Les percepteurs, c'est celui qui demande la dîme et on n'est jamais très bien perçu pour ça. Et en fait, c'était, à mon sens, une des premières fois où la profession avait peut-être autre chose à apporter que d'aller collecter, c'est de peut-être faire rentrer de l'argent dans les caisses. Donc c'était un discours assez nouveau. Et on s'est dit... Révolution copernicienne. Voilà. Alors, c'était nouveau. Alors, encore une fois, des immeubles se sont surélevés avant nous, et je ne revendique pas la genèse de la surélévation, mais avec ce concept-là, c'était quand même assez nouveau. Et voilà, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose d'intelligent à jouer. Intellectuellement, ça me faisait réfléchir, donc je trouvais ça sympa aussi. Et c'est ce qu'on se disait quand on a préparé. Moi, j'ai la chance d'être chef d'entreprise et de pouvoir utiliser mon temps comme je le souhaite. Et on en a consacré beaucoup avec Didier, un peu à blanc, pour réfléchir, proposer. Et quand on a identifié sur le patrimoine les quelques adresses à pouvoir surélever, je me suis dit, bon là, est-ce que ça vaut le coup de le proposer? Parce que je connais mes clients, il y a des immeubles où on n'y est pas allé, parce qu'en fait, je savais que ça servirait à rien, on allait perdre notre temps. Et il y en a d'autres, on s'est dit... Quoi, trop conservateur? Ouais, conservateur, après des gens qui sont pas nécessairement réceptifs à tout ça. Question d'âge, pour être très concret sur le profil, quand tu dis il y a des immeubles où on n'y est pas allé, en fait, l'analyse. L'immeuble où on n'est pas allé, c'était... D'abord, moi, j'y voyais, alors peut-être par erreur, mais une complexité technique. C'est-à-dire que moi, tous les toits tuiles, je m'étais dit, voilà, ça va être techniquement, il va falloir... Enfin, moi, j'ai vu le côté chantier, en fait, en site occupé. Je me suis dit, là, même si on a un peu de potentiel à gagner, je suis pas certain d'arriver à les embarquer. Après, on a réfléchi sur les toits plats aussi. Là, par contre, le toit plat, effectivement, là, pour le coup, il y a un vrai sujet. Et dans notre patrimoine, on avait un immeuble, moi, je m'étais dit, celui-là, c'est évident, on va arriver, ils vont nous attendre comme le Messie. Quand je vais arriver, qu'on va leur dire qu'on leur a trouvé 1,5 million d'euros et qu'on va créer de la surface... C'est un immeuble de garage avec une partie d'habitation. Donc, je me suis dit, bon, le gars qui loue son garage avait au moins 2, techniquement, la surélévation, ça va lui passer comme une lettre à la poste. Et bien, là, on l'a pris en pleine figure, en fait, avec Didier, parce qu'on est arrivé à l'Assemblée Générale un petit peu sûr de nous, peut-être un peu trop sûr de nous, en fait. Et on s'est fait renvoyer dans l'eau 22 comme jamais. Et j'ai quand même, à cette Assemblée Générale, un copropriétaire d'un garage au moins 2 qui me dit, Monsieur Franchet, mon garage va perdre toute sa valeur à cause de vos travaux. Alors, voilà, on n'a pas compris, parce qu'effectivement, vous comprenez, pendant le temps du chantier, les voitures risquent d'être salies. Et en fait, ce qu'on a compris, ce que j'ai compris, c'est que l'argent, c'est un fait déclencheur, mais pas que. Mais pas que. Et surtout, sur cette copropriété-là, comme ils étaient nombreux, l'économique était peut-être pas non plus suffisamment intéressant. Donc l'argent est un fait déclencheur, pas que, mais il faut qu'il y en ait quand même. Et là, en fait, on se l'est pris, alors qu'on avait l'urbanisme ils étaient vendeux, ils étaient super enthousiastes sur le projet, parce que cette parcelle-là, elle dénote complètement. On est dans le sud de la presqu'île, on pouvait faire, je crois, plus de 1000 mètres carrés. Et donc l'urbanisme était très enthousiaste. Mais là, on s'est fait prendre à revers. Et ça laisse à réfléchir. On se dit, bon, alors mince, alors là, si on n'y arrive pas là, comment on va y arriver? Donc c'est un vrai travail, je dirais, de persuasion de ses clients. Il faut donner beaucoup de temps. Donc en fait, il faut avoir envie d'y aller. C'est-à-dire que moi, je me mets à la place d'un gestionnaire copro qui peut être salarié d'un groupe X ou Y. Il ne doit pas voir ça d'un bon oeil, parce que c'est hyper compliqué. C'est très enthousiasmant, mais c'est d'une complexité absolue. Avec Didier est aussi bien placé que moi pour en parler. Le projet qu'on va sortir, ça fait 3 ans qu'on en parle, ou 3 ans. On a eu des recours. On a eu 1 an et demi d'instruction de permis. 1 an et demi d'instruction de permis, 6 ou 7 demandes de pièces complémentaires, des trucs ubuesques. Ça, c'est les affres d'ailleurs de la construction. Projets. De la construction, mais c'est presque c'est encore plus compliqué sur ces dossiers-là. On est sur des temps très longs. Dans un temps long, vous avez aussi, donc il faut convaincre les copropriétaires. Donc on arrive à en convaincre certains. Et puis comme le temps est long, il y a des mutations. Donc il y a un gars qui arrive, il prend le projet en route, il n'est pas du tout au courant, ou alors il n'a pas compris ce que ça voulait dire.
Et donc il faut repartir à zéro. Et c'est vrai que voilà, c'est pas facile. Il faut aussi que vous soyez toujours mandataire. Hein. Ah oui, bah après, Non, alors, mais si on accessoirement, parce que on parle du temps long. Oui. Les mandats des syndics, ça peut être du temps long on ou serait du temps ravi très qu'ils court. qu'ils soient de 3 ans ou plus, mais ils sont souvent d'une année. Là, on est sur un temps qui est décalé, c'est pas une année. Ouais. Ah non, ça, bah là, on est bien au-delà de l'année, bien au-delà des 3 ans. Donc en fait, donc effectivement, on peut perdre. Alors si on perd le mandat, bah après c'est pas enfin c'est le successeur qui fera le job ou pas. Mais c'est vrai que c'est passionnant, mais c'est hyper compliqué. Est-ce que sur l'histoire du temps, c'est un point crucial. Il faut être très concret. Tu as fait le choix, tu l'as dit, parce que je suis mon propre patron, j'ai trouvé que stratégiquement ça avait du sens, que j'innovais alors qu'on est dans un métier où on n'en a pas toujours la faculté, on est des percepteurs, là je vais apporter de l'argent. Bon, tu as expliqué. Est-ce qu'il faut imaginer un mode de rétribution du temps d'études consacré à ce projet? Il faut être très concret là-dessus. Bah, nous, très concrètement, sur le dossier là, qui est en attente de démarrage des travaux, c'est mon associé qui le pilote plus que moi au cabinet, mais en fait, il y a 3 ans de boulot sans facturation. Hein. Donc c'est 3 ans de travail où en fait, on n'a pas facturé 1 euro. Avec, alors Agnès, mais avec donc cette idée que le programme allait sortir et que derrière, on allait aussi à un moment retrouver l'investissement de temps qu'on avait fait. Voilà. Alors, très concrètement, d'ailleurs, là aussi, comment, lorsque la décision est prise, que les travaux sont engagés, que le chantier est mené à bien, comment le syndic est-il rétribué? C'est une banalité, mais peut-être pas d'ailleurs. Hein, et en fait, il a fallu qu'Agnès et Colette réfléchissent, Didier, nous, pour se dire, bah, en fait, au regard de ce qu'on a le droit de facturer, est-ce que ça colle? Alors, le modèle économique, un petit mot Agnès, tu intercales là si tu veux bien, on reviendra vers Renaud après, mais c'est important. Le syndic, sur ce qu'il ne facture pas aujourd'hui, le temps d'étude, qu'est-ce qui pourrait être imaginé légalement, ou quelles évolutions réglementaires faudrait-il, hein, pourquoi pas, on est sur l'innovation, et puis une fois le chantier décidé, comment sera-t-il rétribué légitimement? Alors, oui, ça marche. Ça marche. En fait, c'est un vrai sujet, parce qu'il faut voir qu'on est quand même dans le cadre du contrat type de syndic obligatoire. Et dans le cadre du contrat type de syndic obligatoire, j'ai une rémunération qui peut être versée dans le cadre du suivi de chantier de travaux. En pourcentage en général du montant des travaux. Sauf que ça, c'est ce qu'on disait, c'est une rémunération qui est extrêmement décalée dans le temps. Donc pendant toute la phase étude, qui est en fait la phase où le syndic travaille le plus. Parce qu'il va chercher les solutions techniques pour faire avancer le projet. Pendant toute cette phase étude, on ne peut pas appliquer a priori la rémunération pour le suivi des travaux. Donc on est hors cadre par rapport au contrat du syndic. Donc ça ne fonctionne pas. On s'est demandé si on ne pouvait pas, dans le cadre des fameux prestations autres qui pourraient être rémunérées depuis la loi, depuis l'ordonnance, est-ce qu'on ne pourrait pas pousser ces prestations d'études dans le cadre d'un contrat séparé pour le syndic qui ferait le suivi des études et non pas le suivi des travaux? La difficulté étant que quand je suis dans le contrat type de syndic, je suis embêtée parce que je ne suis pas dans le cadre, mais quand je suis hors contrat de syndic, je suis embêtée aussi parce que je suis très près des missions normales du syndic de suivi de travaux. Et donc j'ai malgré tout une crainte sur la conclusion de ces contrats de rémunération pour des études. J'ai peur que la DGCCRF vienne me dire derrière, ah ben non, ça ne fonctionne pas non plus. Et là, on parlait des évolutions législatives et des freins qui subsistaient. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener pour ouvrir réellement la rémunération pour le suivi. Sans ça, ce que disait Renaud, il faut être très lucide là-dessus. Il faut en revenir à celui qui fait. Celui qui fait, c'est le gestionnaire. Il a effectivement un patron. S'il est dans un groupe, le temps est beaucoup plus rationnellement compté.
Dans les entreprises plus familiales, artisanales, bon, ça peut être différent, mais à l'arrivée, c'est la même chose. Donc là, il y a un vrai sujet et une proposition à faire au législateur. Si on veut lever la bride, hein, si on veut déclencher ces opérations, c'est quand même une préoccupation à avoir. D'autant que là, vous êtes au-delà du syndic, autour du syndic, vous êtes 3. Je veux dire que c'est un travail d'ensemblier que doit faire le syndic. Il faut effectivement un conseil juridique, il faut un architecte qui s'y colle, il faut un géomètre. Voilà, il y a des services à rémunérer. Bah, complètement, et des services qui sont essentiels. Hein. C'est-à-dire que sans l'avocat, en fait, on n'y arrive pas non plus, parce que les ordres du jour, il faut qu'ils soient bouclés au cordeau, et il faut penser à tout pour qu'effectivement on soit sans arrêt bien dans le cadre juridique pour éviter de se faire prendre à défaut, parce que les enjeux sont majeurs. Il ne faut pas qu'on se fasse contester une assemblée générale, il faut que les copropriétaires comprennent bien de quoi on parle. L'ampleur des travaux, ce que ça veut dire pour celui du dernier. Et donc là, il y a le travail de pédagogie, mais il y a le travail de cadre juridique absolu pour qu'il y ait zéro risque, parce que les enjeux, encore une fois, sont colossaux. Et on ne peut pas se permettre de se faire assigner une décision d'assemblée générale alors que le PC est purgé de recours et que le promoteur, il est presque au pied de l'immeuble avec ses équipes. Hein. 2 questions pour Didier, puis il a sûrement d'autres choses à dire. Travaux en site occupé. C'est une question. Je crois qu'il a rendu... Non, ça va, il marche encore. Il y a eu des progrès aussi, hein, techniques, technologiques faits par les promoteurs, par les architectes. Le point là-dessus, c'est important, parce que les nuisances, et c'est une première réaction, même quand on est propriétaire de parking, on se dit, voilà, moi je vais louer à des gens dont la voiture va être couverte de poussière. Bon, ne parlons même pas des habitants. Première question. Question aussi liée à l'esthétique. On ne l'a pas évoqué. Alors, on l'a fait à demi-mot, toit plat, bon, on imagine comment sont les immeubles, architecture plus simple, mais c'est une première réaction. Est-ce que je ne vais pas abîmer une esthétique qui me plaît forcément? J'ai acheté dans cet immeuble, il est comme il est, mais il me plaît. Alors, il est très beau, il est moins... Est-ce qu'il ne va pas y avoir une dégradation? Est-ce que même il ne peut pas y avoir une transfiguration aussi esthétique? Voilà. Naturellement. Alors, avant de rentrer dans ces 2 points très précis, je voulais juste quand même rappeler, c'est une opération qui suscite, on va dire, l'intérêt et qui forcément va générer une valorisation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un plus malgré tout qui va être dégagé. Donc, on va créer du chiffre d'affaires, on va gagner de l'argent. Donc, c'est ça l'enjeu, c'est de financer des travaux grâce à la valorisation, on va dire, de ces mètres carrés complémentaires. Alors, on a trouvé des solutions, hein, malgré tout. Là, on parle de complexité. Oui, il y a plein de solutions qui existent. On arrive à rémunérer le syndic, le gestionnaire. Ça peut être une possibilité au moment de la transaction, par exemple, de la cession du droit à construire. Et ça résout 2 sujets quand même. Hein. C'est le temps. C'est-à-dire qu'on le rémunère au moment de la cession. Ça veut dire que ça le sécurise vis-à-vis de son mandat aussi. Voilà, et naturellement, la copro, elle est plutôt enclin à dire, bon, bah, allez, on enchaîne. Il devient agent immobilier, là. Un peu. Voilà. Donc ça, c'est On change de carte, exactement. Exactement. On change de carte. Il faut avoir la carte de transaction, mais c'est une piste qui marche assez bien et qui permet de résoudre quand même les choses. Et quand même, sur l'acceptabilité des copros, on a parlé tout à l'heure des bailleurs sociaux. On pensait que nous, on allait faire l'intégralité de notre chiffre d'affaires chez les bailleurs sociaux parce que c'était des propriétaires uniques avec des foncières. Aujourd'hui, Upfactor... Et des toits plats. Et des toits plats, voilà. On va y revenir. Upfactor réalise aujourd'hui son chiffre d'affaires principalement en copropriété. 80% de notre chiffre d'affaires est fait en copro. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas parce que nous, on commence, donc on va dire, l'année dernière, on a signé 11 projets avec des promoteurs. On en a vendu 11 à des promoteurs qui se lancent dans l'opération de rénovation en milieu occupé. Et là, je vais boucler avec ton sujet. Qui se disent, tiens, c'est une opportunité pour moi de faire de la valeur, de redorer un peu mon blason aussi, de travailler sur le partage de la valeur et d'aller faire des opérations dans lesquelles on va travailler sur on va revisiter l'existant en générant quelques mètres carrés. Ça a plusieurs pistes. Bien sûr, la construction légère, on en a parlé un petit peu, la construction bois, biosourcée, mixte, avec du bois, du métal, un peu de hors-site, c'est-à-dire cette notion de construction hors-site, c'est-à-dire qu'on déporte le chantier en atelier, de manière à arriver avec des éléments préconstruits. Je ne dis pas préfabriqués, je dis préconstruits. C'est très important parce qu'en fait, cette notion de qualité est essentielle. Surtout quand on travaille sur de l'existant, qui lui-même est un peu de guingois, il faut travailler avec des éléments extrêmement précis. Donc ça, c'est des gros leviers. Alors,
malheureusement, aujourd'hui, Factor, grâce au logiciel, génère énormément de potentiel. Il y a encore peu de promoteurs qui se lancent. C'est peut-être un peu le problème de notre équation. Aujourd'hui, on est en plein dedans. C'est de trouver tous les opérateurs capables de se lancer dans de telles opérations, qui sont souvent des petites tailles, c'est-à-dire entre 500 et 1500 mètres carrés de surface complémentaire, et qui aiment bien s'intéresser à l'existant, voilà, et en rénovant l'existant. Le ZAN va les y conduire. Alors, on compte sur effectivement le décret qui va nous aider forcément et qui va imposer, notamment dans le cadre du décret, ils sont en train de travailler sur les différents décrets d'application, il est réfléchi par le ministère à faire un diagnostic préliminaire avant toute démolition d'une reconversion du bâtiment existant et de son extension pour couvrir les nouveaux besoins. Ça, c'est très très intéressant, c'est vraiment une révolution. Je reviens sur la question de l'esthétique. Alors, naturellement... et travaux en milieu occupé. Alors, travaux en milieu occupé, bien évidemment, la grosse complexité, elle est vraiment de générer le moins de nuisances possible pour les occupants et d'être capable de faire cohabiter finalement l'exécution d'un chantier avec l'habitation qui est le principe même et la destination de l'immeuble. Si je te coupe, c'est là où on a un rôle, nous, clé à jouer. Exactement. Dans la communication, et il faut que les occupants soient bien au fait et bien au clair avec ce qui va se passer. Mais ça, on a l'habitude, parce qu'on le fait déjà. C'est-à-dire qu'on intervient déjà en site occupé. Quand on fait des travaux de rénovation de colonnes de chute, on passe déjà dans tous les logements. Quand on fait une grosse réhabilitation énergétique avec de l'ITE, on est aussi en site occupé. En fait, nous, on gère que des travaux en site occupé, c'est notre quotidien. Donc nous, la profession sait communiquer. Mais là, c'est un chantier d'envergure. C'est un cran dessus quand même. C'est un cran dessus. Mais encore une fois, quand le travail de pédagogie est bien fait, que tout le monde est bien au fait, que tout le monde s'est approprié le projet, ça c'est essentiel. En fait, on y arrive. C'est compliqué, mais on y arrive. Mais c'est un travail, encore une fois, de persuasion, de communication à outrance, en fait, pour que rien ne soit caché. Il faut que le copropriétaire, il soit vraiment très confiant et qu'il n'ait pas le sentiment qu'il y a un truc qu'il n'ait pas compris, en fait. Il faut qu'il ait tout compris. Et techniquement, trois grandes phases. Là on entend les précautions à prendre du point de vue du syndic, la communication très transparente avec les copropriétaires, occupants, non occupants. Voilà, techniquement, on en est de cette affaire-là. De l'extérieur, quand on n'est pas un homme de l'art, on se dit ça va être épouvantable, quoi. Voilà, si je suis au dernier étage ou l'avant-dernier, ça va être invivable. Trois grandes phases dans un projet de surélévation de manière très technique, c'est-à-dire qu'on travaille à la fois sur l'existant et l'adaptation de l'existant, c'est-à-dire en gros tout ce qui va toucher l'immeuble et on va dire les améliorations de l'immeuble, le changement des menuiseries dans les lots privatifs, le ravalement de la façade, l'isolation de la façade, la modernisation de l'ascenseur, la création de l'ascenseur. Voilà, donc tous ces sujets qui sont vraiment qui sont au cœur du sujet. Ensuite, il y a la question de l'interface, le toit, le double plancher. C'est-à-dire ce qui va faire la liaison entre l'ancien immeuble et le nouvel immeuble. Et ça, c'est une phase assez critique qui permet ensuite d'isoler le chantier du reste de fonctionnement de l'immeuble. Et ça, c'est très important, c'est un moment un peu crucial dans lequel on touche à l'étanchéité, on touche à tout un tas de sujets, donc on utilise soit des solutions de parapluie pour prévenir de toute infiltration d'eau, on utilise des systèmes d'étanchéité provisoires. Un des points durs qu'on a, je ne vous cache pas, à chaque fois, c'est quand il existe déjà un ascenseur. Naturellement, pour le prolonger, il faut l'arrêter. Donc là, on a un mois où on doit arrêter l'ascenseur. Alors là, on utilise les solutions habituelles, c'est-à-dire on met un système de portage pour les courses, pour tout ça, en fonction de la typologie d'habitation de l'immeuble, on le met à des horaires précis en fonction des habitants, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et enfin, le dernier sujet, c'est celui de la construction de la surélévation. Et là, on bouclera avec l'esthétique, tu vois, c'est assez bien fait. Le sujet, c'est celui de la construction donc légère. On a dit d'être capable de travailler le plus rapidement possible en trouvant des dispositifs qui permettent du tout d'isoler le temps du chantier de la superstructure en passant notamment avec des échafaudages extérieurs. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans les parties communes de l'immeuble en faisant le chantier de la surélévation. C'est très important. Ça, c'est vraiment un timing, un découpage que l'on impose et qu'on est capable d'imposer dans le cadre du cahier des charges de travaux à réaliser qui va être réalisé par le promoteur. Sur l'esthétique, c'est un point essentiel, c'est lié notamment à l'obtention des permis de construire. On le sait tous, notamment dans une ville dense comme Paris ou même Lyon, les architectes des bâtiments de France ont on va dire, un certain poids, et notamment un devoir, c'est de garantir... Gardien du temple.
Un peu, voilà, de garantir la bonne, on va dire, conformité et même on va dire l'image globale de la ville et de l'environnement urbain. L'enjeu, on est bien d'accord, c'est que la plupart du temps, sur les immeubles sur lesquels on intervient, c'est qu'il y a un sujet, à la fois soit esthétique, soit de besoin de travaux avec de réhabilitation importante. Donc, je ne vous cache pas qu'au départ, on était parti chez Factor avec un taux de chute sur nos permis de construire d'environ 30%. On est plus proche des 50. Pourquoi ? Parce qu'il y a du clivage et il y a de l'interprétation. Notre logiciel, il permet de gérer toutes les règles d'urbanisme qui sont arithmétiquement, on va dire, applicables, mais tout ce qui est interprétable, et notamment la question de l'esthétique, est-ce qu'on fait du moderne, est-ce qu'on fait du pastiche, est-ce qu'on fait... Bon, là, on est dans l'humain. Donc forcément, c'est de la négociation, et c'est du temps aussi. Voilà, des fois pas compris par les copropriétaires. Mais aussi, il n'y a pas que le volet urbanistique, parce que l'esthétique de l'immeuble, c'est aussi les copropriétaires qui doivent la valider. En fait, c'est pas le promoteur ou l'archi qui dessine. Voilà, j'aurais posé la question. C'est deux concerts avec les On copropriétaires. va commencer par là. Jean-François, ton regard là-dessus. Est-ce que, je demandais à Didier tout à l'heure, qui n'a pas répondu, mais il va y répondre, ou tu vas y répondre, est-ce qu'on peut faire mieux que l'existant ? Parce que, encore une fois, comme ça, si je raisonne, on rajoute un étage ou deux, on parlera de résistance des structures aussi. On va en rajouter 2 étages, comme l'été, les étages en dessous, en gros. Hein. Bon. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça, plus intelligent que ça, plus beau que ça ? Oh, oui, j'en doute pas, vu la qualité de nos architectes, il n'y a aucun souci. Et alors après, c'est vrai, l'interprétation, un PLU, c'est pas arithmétique, parce que derrière, enfin, c'est arithmétique sur le papier, mais derrière, il y a de l'interprétation et les fourches codines, soit des ABF, soit des services instructeurs des mairies. Je résume par service instructeur, voilà, est assez compliqué. Mais du coup, on arrive à faire des choses belles et différentes, mais on se retrouve aussi confronté à un souci, c'est qu'on va avoir des copropriétaires qui, alors qu'ils avaient une toiture qui était conforme à l'idée qu'ils pouvaient en avoir, maintenant ils vont peut-être avoir une toiture différente, légère et haute, donc ils vont être inquiets. Donc on risque d'être amené à devoir considérer la toiture qui, dans le règlement de copropriété d'origine, était une partie commune, générale. Là, elle va peut-être devenir partie commune spéciale, et entretenue que par les derniers étages, parce que ou la structure bois qui a été surélevée, qui va être entretenue par les étages considérés, et le reste différemment, puisqu'on va avoir des éléments différents. Donc il va y avoir, quand on va faire l'état descriptif et l'adaptation du règlement de copropriété en fonction de cette surélévation, il va falloir faire un peu de la dentelle pour certaines choses, pour pouvoir faire accepter aussi vis-à-vis des copropriétaires l'entretien de ces éléments-là, puisque l'article 3 de la loi de 65 n'est pas d'ordre public, donc on peut adapter. Didier, Agnès ensuite, évidemment. Résistance des structures, je disais, c'était les premières réactions, quand ça faisait sourire tout le monde, les techniciens, la Fédération du bâtiment étaient quand même entrés tout de suite dans cette réflexion. Est-ce que tous les immeubles, le logiciel que tu as conçu par des règles d'urbanisme, bon, ça c'est une chose. Ensuite, est-ce que tous les immeubles peuvent être chargés d'un étage de plus, ou de 2, ou de 3, comment on décide de ça techniquement? Après, c'est un autre sujet. Non, il est évident que, en fonction de l'année de construction du bâtiment, on a des dispositions structurelles qui sont complètement différentes et qui permettent ou pas de faire des projets de surélévation. C'est-à-dire qu'on travaille de manière très pragmatique, hein, c'est-à-dire qu'on analyse d'abord le potentiel et ensuite on s'intéresse à la capacité portante des immeubles en faisant des analyses qui regardent à la fois la qualité du sol, la qualité des fondations et la qualité des structures. Cette notion, aujourd'hui, on a... Oui, la qualité du sol aussi, bien sûr. Bien sûr, la qualité du sol, c'est assez essentiel puisqu'on ramène des charges sur les fondations du bâtiment. Aujourd'hui, on a pour habitude de dire si on rajoute moins de 10% de charges sur le bâtiment existant, c'est acceptable, les bureaux de contrôle l'acceptent, on ne recalcule même pas la capacité portante globale. Mais si on est au-delà, on est obligé de recalculer à la fois la capacité de l'existant sur ses propres fondations, mais aussi le poids qui lui est rajouté, entre guillemets, sur le toit. On aime bien dire, nous, un immeuble R+4, en gros, on va pouvoir lui rajouter un étage, très facilement.
un immeuble R+2 sur lequel il y aurait 3 niveaux à mettre, naturellement, les renforts de structure seront indispensables et peuvent remettre en cause l'équation économique du projet, puisque, notamment en milieu occupé, le renfort de structure est impossible. Je le dis en toute transparence, c'est très difficile. Et on voit bien que ce genre de projets ne sont pas viables si on doit intervenir aussi lourdement, quoi. Voilà. Agnès. Oui, c'est important cette notion de construction du projet. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'on est obligé de procéder par rondes successifs. Mais quelque chose que font les promoteurs d'ailleurs. Pardon. Ça devrait aller mieux. Oui. C'est quelque chose que font les promoteurs quand ils travaillent sur un terrain nu. Ils commencent par aller voir le propriétaire en disant on est intéressé, faites-nous un accord d'exclusivité, une promesse de vente sous conditions suspensives, puis on va retravailler sur le terrain, notre permis de construire, etc. Et après on signera la vente. Donc ça, en construction ordinaire, c'est parfaitement connu. Et en réalité, en surélévation, on se retrouve un peu avec le même système. C'est-à-dire qu'on est obligé de commencer par aller voir la copropriété. Pour entrer en négociation, enfin littéralement c'est une entrée en pourparlers, en disant mais on a un potentiel sur votre immeuble, est-ce que vous êtes intéressé? Est-ce que ça vaut ne serait-ce que la peine que d'aller un tout petit peu plus loin et de commencer à lancer des études? Et si la copropriété répond oui, là on peut commencer à allonger un peu d'argent pour faire des études complémentaires. On a une deuxième étape où si c'est positif, on va revenir en disant promesse de vente sous conditions suspensives, de l'obtention du permis de construire, du résultat des études techniques de sol, etc. Et en réalité, la promesse de vente déjà, il faut quand même qu'on soit assez avancé sur les études, mais je pense que ça, Jean-François nous en parlera très bien. Pour avoir une promesse de vente, il faut qu'on ait un lot transitoire, et un lot transitoire, il faut qu'il soit précisément défini dans sa consistance, et qu'on ait les tantièmes qui correspondent à ce lot transitoire. Donc déjà, quand on est à la promesse de vente, on est assez loin. Et puis enfin, on va finir par signer la vente. Mais ça oblige en réalité à venir déjà en phase amont de la vente, au moins 2 fois pratiquement devant l'Assemblée. L'audit avec le logiciel que tu as développé, il est gracieux, pour être là aussi très très précis. Là, on parle des syndics. Est-ce que là le syndic peut dire ça c'est pour moi, voilà. Mais ensuite, quand on va aller plus loin, bien sûr, faisabilité technique, études de sol, etc. Il y aura des frais complémentaires. Très précis. Alors ça c'est en fait, on vient de toucher un peu le cœur du réacteur et des problématiques qui se posent sur les projets de surélévation. L'enjeu, c'est d'avoir le maximum de certitude en amont pour pouvoir décider et pouvoir embarquer tout le monde en toute sécurité dans un projet. On s'est posé beaucoup de questions au tout début de Factor, il y a un peu plus de 4 ans maintenant, en disant comment on fait pour financer toutes ces études. Pour info, pour aller jusqu'à un permis de construire, il faut entre 60 et 90 000 euros par projet. Mais voilà, c'est très précis. Voilà, c'est très précis. Donc ça veut dire qu'il faut trouver un moyen. Et là, on parle de quoi? D'une copropriété 50 lots ordinaire, d'une cinquantaine de lots, 30, 40, 50 lots. Voilà. D'accord, parfait. Et pour faire ça, il faut trouver un moyen. Donc il faut aller capter de la valeur immobilière, il faut embarquer les gens qui sont capables de porter le risque. Upfactor a été un peu disruptif sur le sujet. On est allé faire une levée de fonds auprès d'acteurs de capital risque, avec au milieu quelques institutionnels, heureusement, la Banque des Territoires, la région Île-de-France, pour aller essayer de préfinancer ces études en apportant une offre qui est à la fois qui ne coûte pas au départ, je dis bien, elle n'est pas gratuite, elle ne coûte pas au départ aux copropriétaires. Le micro a l'air marché, si ça a l'air d'être bon. Ne coûte pas aux copropriétaires au départ, mais on est rémunéré au moment de l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours. Et on est payé par le promoteur acquéreur des droits à construire. Donc il y a un portage financier des frais initiaux. Et pour faire cela, on avait une autre complexité qui était de dire comment on va embarquer avec nous le gestionnaire. Alors, on a trouvé le moyen du paiement en l'intégrant dans le montage immobilier. C'est le promoteur qui va rémunérer le gestionnaire. On l'a déjà évoqué tout à l'heure. Et l'enjeu maintenant, c'est d'être capable ainsi d'analyser et de trouver tous les potentiels. Et ça, nous, on le fait gracieusement pour les gestionnaires. C'est-à-dire qu'en gros, on dit que si on veut que le couple gestionnaire, opérateur, géomètre, avocat marche, il faut que le gestionnaire, lui, ça lui prenne le moins de temps possible, quelque part aussi, au départ, dans l'analyse des meilleurs potentiels. Donc on prend toutes les adresses, on les analyse et on redonne ces potentiels. C'est clair. Donc il y a 2 phases. Exactement. Les élus, et ensuite les questions de la salle. Il y a bien une phase de questions, je ne me trompe pas.
il y en aura incontestablement. Les élus, ça tombe bien parce qu'on a un régisseur lyonnais. Et que, alors je ne vais pas caricaturer, mais la dernière élection municipale a conduit tête des villes des élus écologistes. Bon. Et plus largement des élus qui sont désormais très sensibles à la question écologique, même s'ils ne sont pas de cette sensibilité. C'est le cas de Lyon. Quand on parle avec des promoteurs lyonnais, voilà, pendant des mois, ça a été un dialogue rompu. On se demandait comment on allait encore construire dans cette ville-là. Il y a même eu des mots un peu durs, hein, consistant à dire, mais par le maire de la ville, on est assez nombreux dans la ville. Hein, voilà, bon. Alors, aujourd'hui, peut-être avec un peu de temps qui a passé, et puis surtout cette question de la surélévation, dont je dis en première approche qu'elle est une solution pour ne plus artificialiser. On va monter et non plus s'étaler. Est-ce qu'il y a un regard positif à Lyon? Mais c'est un bon exemple. Ça concernera Bordeaux aussi. C'est la même tendance. Ça peut concerner évidemment Paris. Est-ce qu'il y a un regard favorable, ou est-ce que tu sens en tout cas qu'il pourrait devenir favorable? Au démarrage, on a été un peu étonné parce que le regard, on pensait qu'il serait ultra favorable. Et puis en fait, on s'est rendu compte que c'était compliqué. Et puis Didier, à force de pédagogie, de rencontres avec certains intervenants de l'urbanisme, en fait, on a semé une petite graine et puis elle a fait son job. Actuellement, l'équipe en place, métropole et ville, je pense qu'elle est très à l'écoute, mais il manque encore un peu de recul et de compétences parce qu'ils sont jeunes. Donc ils comprennent pas toujours tout, mais ils ont envie en fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même des relais puissants au sein de la métropole où effectivement on sent que ça va bouger. Après, on reste toujours pareil avec cette sensibilité de l'œil de l'homme en fait, et puis du tampon administratif qu'on a ou qu'on n'a pas. Donc on doit faire le tour de 50 bureaux, et souvent dans le 49e, ça pose problème. Donc après, voilà, il faut identifier où il peut y avoir des soucis potentiellement bloquants, mais on arrive à les débloquer quand même. Mais c'est du temps, il faut aller pousser les portes. En fait, comme on est un petit peu défricheur, et ben aujourd'hui rien n'est acquis en fait. Donc il y a des projets où ça va passer comme une lettre à la poste, et puis d'autres, on ne sait pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui fait un excès de zèle, soit parce qu'il est riverain, voisin, je ne sais pas, ou jaloux en fait, tout simplement. Mais voilà, mais ça c'est très il ne faut pas en faire une règle du jeu, mais ça fait partie quand même des variables qu'il faut avoir en tête. Ouais. Didier, tes expériences au pluriel d'élus de villes sûrement très différentes. Lyon est une grande ville, il y a peut-être des villes moyennes aussi dans lesquelles tu es intervenu. Complètement. Alors, ce qui est intéressant, juste pour rebondir quand même à Lyon, effectivement, au départ, il y a eu une méfiance. Parce qu'en fait, effectivement, on crée malgré tout du logement libre. C'est-à-dire qu'ils ont un prisme très logement social, en fait, rapidement. Donc, on a quand même eu, on va dire, un accueil favorable à partir du moment où on embarquait de la rénovation globale. Donc ça, rénovation globale, c'est très positif, on y va. Et on a même eu un double levier, c'est qu'on a obtenu, et ça, je suis très fier de ça, une dérogation totale de stationnement. C'est-à-dire qu'en gros, on est au pied du métro et on a fait valoir que le parking qui existait dans la résidence, suffisant pour l'intégralité de l'immeuble puisqu'il était inoccupé. Donc ça, c'est quand même assez dingue. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des parkings aujourd'hui dans beaucoup d'immeubles qui ne sont pas exploités. Donc ça, c'est très important. Après, pour donner aussi un panorama des différents élus, aujourd'hui, on travaille bien sûr en Ile-de-France, mais on travaille également sur la métropole de Strasbourg. Où Strasbourg, là encore, élus écologistes, qui ont pris en main le sujet un peu différemment en disant nous, on ne veut pas interdire le développement, on veut juste l'encadrer, le développement. Et donc, on veut donner des pistes. Et donc, la surélévation, ils nous ont lancé sur une analyse à grande échelle, un peu un crash test du PLU, voilà, par exemple, où ils embarquent à la fois administrateurs de biens, où ils analysent les restes à construire, en disant, tiens, si en plus de rénover les bâtiments existants, on peut créer quelques logements complémentaires à des endroits où on en a besoin, c'est intéressant. Dernier exemple, métropole de Nice, où là, on est sur un autre sujet. Ils ont des besoins en logements sociaux, très importants. On est très en retard sur la métropole de Nice. Et paradoxalement, il y a un bâti ancien très dégradé. Et donc là, double enjeu. Et là, la métropole et puis les élus de la ville de Nice prennent en main le sujet en disant « Ok, analysons le potentiel, analysons le gisement et mettons en place les dispositions pour flécher
les immeubles prioritaires qui permettraient de faire la démonstration, quoi. Voilà. Donc, globalement, un accueil plutôt favorable, un peu, on va dire, sur tout l'échiquier politique. La seule complexité qui demeure, c'est vraiment celle de l'acceptation du contexte local, être capable de dire oui, il faut qu'on densifie. Et donc, c'est ce gros mot, hein, la densité, c'est pas que chez les autres, c'est aussi chez nous. Voilà. Et il faudrait peut-être des discours publics au plus haut niveau, absolus sur le sujet, hein, qui seraient bien sûr adaptables ensuite dans chaque ville, pour chaque patrimoine. Alors, les questions, je ne sais pas comment ça se passe. Voilà. Un micro peut vous être tendu. Il y en a de part et d'autre. On va toutes les prendre. Enfin, on va prendre les bonnes questions, les autres, on ne va pas les prendre. Et... Patrice Petit, Orpi. Oui, merci Henri. Oui, question pour Didier, donc UpFactor, sur son expérience. Est-ce qu'il y a un profil un peu type de propriétaires, de copropriétaires, d'immeubles qui se prêtent et qui accueillent favorablement le principe de la surélévation? J'essaie de me projeter. Enfin, je suis copropriétaire bailleur, j'en ai géré beaucoup. Il y a ceux qu'on aime, voilà. Il y a ceux qu'on aime, ceux qu'on désire et ceux qu'on a, voilà, sur la même chose. Je dirais que l'immeuble sur lequel on est en train de transformer avec Renault est peut-être un sujet très intéressant de ce qui est sans doute sont sans doute les plus faciles à adresser immédiatement. C'est un immeuble, on va dire, qui a été construit entre les années 1970 et 1980. D'accord. Un immeuble avec une toiture terrasse, plate, et majoritairement avec des appartements qui sont détenus par des bailleurs, qui sont du coup pas ennemis de leurs intérêts et qui ont un petit épée de Damoclès avec l'étiquette énergétique F et G. Petite parenthèse là-dessus. Je vous mets un chiffre en tête pour ceux qui ne l'ont pas. Dans nos grandes villes, entre 55 et 60% des copropriétaires sont des bailleurs. Ce qui veut dire d'ailleurs, c'est un sujet dont vous avez dû parler à d'autres moments, dont vous parlerez, que les bailleurs qui étaient les plus en retrait souvent des décisions de la copropriété vont être allants aujourd'hui. Donc cet exemple-là, je pense qu'il s'applique à beaucoup d'immeubles. Sur cet immeuble-là, le bailleur, lui, les travaux ont sitôt occupés. Je crois que le micro de Renaud, il a flanché peut-être, je ne sais pas. C'est bon ? Oui, c'est bon. Donc dans cet immeuble-là, comme il y a une grosse proportion de bailleurs, les travaux ont sitôt occupés, ils les voient d'un peu plus loin. C'est sûr. C'est-à-dire que eux, globalement, c'est sûr. On fera une info au locataire, mais disons que c'est un peu plus simple. Ils vont pas le vivre dans leur chair. Voilà. Non, mais c'est très important. Donc ça, c'est une première typologie. Première typologie. L'autre typologie, c'est l'immeuble dégradé. C'est-à-dire l'immeuble où on a, malgré tout, une complexité. C'est-à-dire qu'en fait, les propriétaires, ils sont convaincus qu'il faut agir, de toute façon. Ils sont dans l'obligation d'agir. Donc à partir de là, ça veut dire qu'il y a déjà une démarche qui est faite, dire, OK, si en plus de devoir agir, on peut le valoriser, eh ben on a déjà fait plus de 50%. Ça veut dire injonction de ravalement, ça veut dire on est vraiment au bout du bout ? Ouais, non, puis même la question d'un sinistre, ça arrive dans beaucoup d'immeubles, et c'est pas forcément par défaut de gestion, c'est surtout un sinistre, ça arrive, il peut y avoir une problématique, on va dire, de canalisation, et qui génère des problématiques de plancher qui font, naturellement, qui créent des brèches, et qui font poser la question au propriétaire, dire comment on finance ? Et naturellement, une offre comme la nôtre arrive un peu... on a gagné une copropriété pas plus tard qu'hier à Lyon, rue Garibaldi, où en fait il y a une problématique de façade. Où là la façade elle tombe en fait. Elle tombe. Donc là la copropriété ils nous ont accueillis avec plaisir en disant ok, on embarque en premier lieu ces travaux. Et derrière forcément on va intégrer de la rénovation et ainsi de suite. Mais leur problème, ils y voient une première ouverture en tous les cas. Voilà, donc ça on aime bien trier par catégorie de travaux, par problématique de travaux, et puis après par typologie de toiture, étiquette énergétique bien évidemment. On fait le tri de tout ça et on analyse via l'outil. Question de Monsieur Liotto.
Merci Henri. Alors, de Marseille. Marseille. Je vais faire une petite preuve de chauvinisme. Tu as le droit. Tu as parlé de Paris, de Bordeaux, on a parlé de Nice. Je n'ai pas cité Marseille. Tu n'as pas cité et ce Marseille. n'est pas normal. Donc tu mais vas c'est pas grave. rattraper ça. Je t'en veux pas. Pas encore. Je t'en veux pas. Je sais que tu as Marseille dans le cœur, donc c'est le principal. C'est vrai. Toute plaisanterie mise à part, il faut savoir qu'à Marseille également, on a un gros problème de foncier pour les promoteurs, et que la municipalité, au contraire, est tout à fait favorable à reconstruire ce qu'on dit la ville sur la ville. Donc là, il y a certainement des marges de manœuvre à ce niveau-là. J'ai une question pour Agnès, juridique, en ce qui concerne les ASL. Nous avons une ASL avec des villas et un bâtiment. Et il se trouve que ce bâtiment veut effectivement surélever, etc. Quid des décisions, des votes, etc. Jean-Luc, on l'avait dit, pas de questions trop difficiles. Alors c'est difficile de répondre parce qu'en réalité ça va dépendre des statuts de l'ASL et de son objet. Donc selon les cas, on va avoir une ASL qui est propriétaire du foncier, ça peut arriver ou pas. Si c'est juste une ASL de gestion, est-ce que jusqu'à quel point elle a le contrôle sur l'harmonie de l'ensemble immobilier? Et en fait c'est assez intéressant comme sujet parce que dans les complexités qu'on a, parfois on est confronté à des superpositions de structures. Et c'est vrai que ça complique beaucoup. Déjà, quand on a un syndicat, rien qu'avec un syndicat classique, avec 2 bâtiments, déjà, rien que ça, c'est plus compliqué parce qu'en fait, il nous faut une première assemblée qui décide de la cession du droit de surélever, mais il en faut une deuxième. Et là, la deuxième, elle est qu'avec les copropriétaires qui vont être sous la surélévation. C'est-à-dire, on est dans le bâtiment directement impacté. Et comme a priori, le droit de surélever, c'est plutôt un droit qui appartient au syndicat, ceux du bâtiment d'en face, ils sont très très pour, en général, sauf impact sur l'ensoleillement. Ceux qui sont en dessous, beaucoup moins. Et malheureusement, on ne peut pas faire de rémunération dissociée. De la même façon, ça va poser des vrais problèmes dans le modèle travaux contre surélévation, parce que si jamais vous avez des bâtiments avec des parties communes spéciales, on va vendre le droit de surélever. Le prix devrait être réparti entre tous les copropriétaires au tantième, tandis que les travaux, c'est un bâtiment avec des parties communes spéciales, donc des copropriétaires en particulier qui vont être amenés à dépenser l'argent. Donc dès qu'on commence à rentrer sur des bâtiments distincts, sur un empilement de structures, a fortiori avec un syndicat secondaire ou une ASL, c'est sûr qu'on rentre dans des choses qui sont beaucoup plus compliquées. Alors, Isabelle Fournier, FNAIM du Grand Paris, puis administrateur de biens de son État. Et moi, j'intercale une question, vous l'aurez bien mérité. Jean-Luc est un syndicaliste aussi, UNIS, Isabelle FNAIM. Didier, est-ce que les syndicats de syndics sont des boosters ou est-ce qu'ils sont tièdes sur le sujet? On se dit tout. J'ai le droit. Ben oui, non, mais t'as le droit parce que je pense que on a parlé des pouvoirs publics, ils ont un rôle d'entraînement et plus que ça, de décision. Et puis les organisations professionnelles, si elles y croient, ça va faire quand même quelque chose, non, quoi. Je comprends. Bon, après, Isabelle va poser sa question. Là encore, ça tient aux hommes. Renault, via l'UNIS Lyon, nous a porté. Et naturellement, on a rencontré tous ses confrères, qui, on s'est dit, tiens, et si on analysait nos idées? Non, mais voilà, en termes de méthode, c'est ce que je veux dire. Est-ce que tu as eu accès, par exemple, à... Alors, malheureusement, de manière nationale, non. Et ça se fait... Oui, mais... Voilà. Donc, c'est un bon moyen. L'UNIS a vraiment joué le jeu. Bon. La FNAIM, on y travaille. Voilà, on va dire ça comme ça. On va essayer de te faciliter. Ah, génial, merci. Ah, tu vois, Didier? Merci. On va Isabelle. essayer de te faciliter la vie. Moi, ma question était surtout par rapport aux gens qui vont préempter, et donc qui préemptent puisqu'ils sont directement sous la surélévation. Est-ce qu'ils ne sont pas quelquefois, et quelle est la nature juridique pour se protéger de ça, tentés de faire de la plus-value, c'est-à-dire de faire des pré-réservations et tenter de faire de la plus-value? Est-ce qu'il y a un cliquet ou un clapet qui les empêche de faire de la plus-value, quitte après à ce qu'ils revendent par exemple leur logement en promettant au suivant à des prix très forts de revente, vous aurez un duplex, j'ai pré-réservé, etc. Et comme c'est sur un temps long... Non mais là il y a... Alors, c'est ce que je disais, hein, le problème du droit de préemption, il se pose moins sur l'opération promoteur parce que... l'importance du lot transitoire fait que c'est moins facile d'allonger l'argent en disant je vais payer, parce que c'est quand même engageant. Une fois que vous avez proposé d'acheter, il faut y aller. Maintenant, ce qui me gêne aujourd'hui dans cette histoire de droit de préférence,
c'est que les conditions n'en sont pas du tout définies. Donc on a beaucoup d'incertitudes, et en particulier dans les opérations de surélévation qu'on a vues, alors pour le coup plutôt de type particulier ou des petites surélévations, j'ai quand même assez régulièrement le copropriétaire du dernier étage qui n'avait pas du tout l'intention de surélever, qui dit ok, très bien, vous avez décidé de céder le droit de surélever au copropriétaire du premier étage, je suis très intéressé, je décide de faire jouer mon droit de préférence. Donc il se manifeste dans les 2 mois de la notification du procès verbal, il dit ça, banco, j'achète. Sauf qu'en fait, derrière, il n'a pas de financement bancaire, il n'a pas de projet technique, et on ne sait même pas, finalement il dit je préempte, mais je préempte pour faire quoi? C'est-à-dire que l'Assemblée générale, quand elle a accepté la cession du droit de surélever avec un lot transitoire, elle sait ce qu'elle a vendu. Et le nouveau copropriétaire, il rachète quoi? Le même lot transitoire? Il va faire le même projet technique? Là-dessus, il y a un vrai flou dans le texte. Et c'est vrai que ça manque de clapet, exactement, c'est exactement ça. Ça manque de clapet pour éviter des actions qui sont plus des actions effectivement, de plus-value immobilière, c'est gentiment dit. Mais qui sont très intéressés, dont l'unique but, c'est de négocier, voilà, de spéculation. L'unique but étant de négocier avec le titulaire du droit de préemption le retrait, de la cession, le retrait du droit de préemption. Alors, Pierre-Édouard Lagrolet, ensuite, vous, monsieur, c'est promis. Merci. Avocat de son État. De mon État. J'ai une remarque, peut-être une remarque, une question et une question. La première remarque, je vais aller très vite, c'est sur la rémunération du syndic. Il me semble que dans le contrat de syndic, il est prévu que le syndic peut être rémunéré soit pour la réalisation, enfin le suivi des travaux, soit pour les études techniques et diagnostiques. Et donc, les études techniques et diagnostiques n'étant pas fléchées précisément aux travaux du syndicat des copropriétaires, il me semble qu'on pourrait parfaitement... Enfin, c'est une réflexion, mais à voir. Il me semble que ça pourrait être embarqué. Sauf qu'en fait, les études, elles arrivent déjà très tard. Et enfin, après, peut-être qu'il faut vraiment avoir un retour d'expérience, mais en fait, on lance les études sur le projet de surélévation. D'abord, ce n'est pas les études du syndicat, donc il y a cette petite ambiguïté. Hein, parce que études, ouais. C'est les études de qui? Mais c'est pour le syndicat. Oui, mais c'est pour la cession des droits du syndicat. Et donc le syndicat, il y a un intérêt parce qu'il va valoriser ses droits. Et je ne serai pas péremptoire, mais c'est vrai que on prend un risque parce que, mine de rien, derrière, on bâtit des contrats sur une rémunération. C'est Renault qui va le prendre, on fera de la jurisprudence et puis on réglera le problème. Pas s'embêter avec ça. C'est un vrai sujet parce qu'il reste une ambiguïté là-dessus sur est-ce que c'est les études du syndicat, est-ce que ça peut être la rémunération, parce qu'en fait son rôle c'est un rôle d'assembleur, c'est-à-dire que avant même qu'on ait une rémunération sur les études, qu'on en soit vraiment à lancer les études techniques, qui d'ailleurs la plupart du temps sont prises en charge par le promoteur, lancées par le promoteur, quand on en est là tout va bien. Hein. Ouais, mais en fait, 2 ans avant, on se pose la question de savoir si le syndicat des copropriétaires peut mobiliser ses droits de construire. Et donc en fait on fait bien une étude au bénéfice du syndicat des copropriétaires en première intention. En fait la difficulté c'est on pensait qu'en disant qu'on allait amener de l'argent, on allait effectivement faciliter grandement la chose et que ça allait être très simple. Mais on s'est rendu compte que c'est pire que ça en fait. C'est-à-dire qu'on amène potentiellement un peu de cash et surtout une amélioration du patrimoine. Mais le copropriétaire, il n'a pas envie de dépenser le premier cent pour ça. C'est là en fait où c'est complètement paradoxal. C'est-à-dire qu'on doit lui le faire agréer un projet qui va valoriser son patrimoine, en lui expliquant qu'il ne va rien sortir et que potentiellement il va gagner. Et nous, on pourrait se rémunérer effectivement sur ce temps en amont où nous, on travaille le plus presque. Parce qu'une fois que les études sont faites, c'est que les gens ils se sont accaparés. Ce que disait Agnès, hein, c'est la phase de finalement la plus engageante. Voilà. Et c'est tout ce qu'il y a avant en fait qui requiert un travail de longue haleine et de tous les jours. Et en fait, je serais bien inconfortable. On pourrait le tenter, mais je suis sûr que je me ferais renvoyer dans mes 22 si je prétendais à un honoraire d'accompagnement. Après, c'est d'un point de vue pratique, mais ça, c'est d'un point de vue pratique. Après, c'est pas sur les... Bon. Oui, non, c'est sur le fondement juridique, vous avez raison, mais sur la partie technique, pratique, assemblée générale, le copropriétaire où je vais dire, voilà, en fait, nous, on prétend à n'importe quoi, 15 000 euros d'honoraires parce que potentiellement, il va se passer ça. Ils vont dire, mais en fait, nous, on vous a rien demandé. Donc, amenez-nous ça et on verra après. En fait, on est toujours après. Donc, c'est vrai que sur le plan du juridique, vous avez raison, mais sur la technique terrain de tous les jours, c'est malheureusement pas comme ça que ça se passe. Ça devrait se passer. Mais c'est vrai que ça pose une question sur au bénéfice de qui et l'opération. Et puis ils vont nous dire, et si le projet se fait pas?
Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est-à-dire que si jamais ça se fait pas parce qu'il n'y a pas d'accord, parce qu'il n'y a pas de permis... Et on parle de sommes importantes, hein, ça a été dit tout à l'heure. C'est pas comme au poker, je paye pour voir, oui, en fait, le copropriétaire il déteste. Donc, alors ça, c'était pas la question en plus. Voilà, il a une question derrière. La remarque préalable. Non, après j'avais 2 questions, mais là je les pose rapidement et après je lâche le micro. Mais sur la question de l'acquisition, ce qui m'intéresse, c'est la question de la valorisation. Parce qu'en copropriété, lorsqu'un copropriétaire achète un bout de couloir ou quelques petites parties communes, on explique systématiquement à l'Assemblée Générale « Ah non mais attendez, on ne calcule pas du tout le prix de cession sur l'opération que vous allez réaliser, sur la valeur que vous allez créer, c'est pas du tout ça. On fait une valeur vénale et en copropriété, on fait des décotes très importantes pour permettre l'opération. » Et ce qui me paraît assez justifié. Et là, en préambule, on nous a dit... Il faut peut-être prendre en compte la viabilité de l'opération, sa rentabilité, etc. Alors est-ce que c'est pas prendre à rebours toute la méthode qu'on a mis en place pour la cession des parties communes? Parce que si c'est de la valeur vénale, on calcule le prix de cession, la valeur en fait du droit de construire, et on cède le droit de construire avec un paiement monétaire, et après les copropriétaires font ce qu'ils veulent. Prix au mètre carré en clair. Prix au mètre carré. Et la deuxième question, comme ça je vous laisse, sur le droit de surélever. Il y a une cession, d'accord, il y a des règles de majorité, d'accord. Est-ce que la question de la modification des conditions de jouissance ne se pose pas de temps en temps, notamment lorsqu'on a des propriétaires qui habitent au dernier étage, parce qu'il y a le problème effectivement de ce droit de priorité. Agnès l'a évoqué tout à l'heure. Oui. Et quand on a quelqu'un qui habite, qui a personne au-dessus, est-ce qu'on ne modifie pas ces conditions de jouissance? Alors, très bonne question. Jean-François peut répondre à tout ou partie, et peut-être Agnès. Déjà, sur la toute dernière question, sur le montant des études, c'est le gestionnaire qui contribue, mais souvent, ça va être le promoteur immobilier qui envisage la surélévation qui va prendre la totalité des études. Il joue à pile ou face. Hein. Il investit sur un projet, il perd ou il gagne. Sur la valorisation des parties communes, souvent, c'est l'éternelle question, comment on calcule. Alors, avant d'expliquer pour la surélévation, prenons n'importe quel bout de partie commune. Il y a une valeur vénale de mètre carré de bout de couloir à 10 000 euros. Il va y avoir des travaux de déplacement des équipements dans les parties communes. Il va y avoir refaire les peintures, la porte. Il va y avoir les frais de notaire, de géomètre expert. Il y a des tas de frais comme ça. On arrive à un coût du foncier, si on peut dire. Et là, moi, souvent, j'explique à mes copropriétaires et aux syndicats des copropriétaires qui comprennent en disant c'est un intérêt partagé. Donc, ce coût du foncier, on le divise par 2. Et le copropriétaire gagne et le syndicat des copropriétaires gagne. Pour la surélévation, le souci, c'est que cette surélévation, elle va souvent être appuyée pour faire des travaux. Et là, les copropriétaires ne vont pas comprendre en disant on surélève l'immeuble parce que vous me promettez de faire des travaux et vous, en fin de compte, vous ne les payez pas en totalité. Donc c'est là où il va y avoir des ajustements, mais sinon le principe est le même. S'il y a X mètres carrés qui peuvent se vendre une fois finis à tel prix, c'est un compte à rebours de promotion, hein, c'est le calcul du prix de valeur vénale. On arrive à un coût, y compris les frais financiers, le portage et tout ce qui va bien. Et est-ce que ça correspond à l'attente des copropriétaires ou pas? Didier, je soutiens que ce micro ne marche pas. Si, on dirait que ça a l'air d'aller. Ah voilà, il faut peut-être le rapprocher un peu, d'accord. Je veux juste ajouter un petit point. Effectivement, quand on a commencé à réfléchir, on réfléchissait un peu de cette façon sur l'évaluation du droit à construire. Combien vaut? Et donc, il y a ces méthodes de rachat de parties communes et ainsi de suite. Nous, on s'est vite rendu compte qu'en fait, on crée des surfaces neuves. On crée des surfaces neuves, on fait de l'immobilier neuf sur de l'ancien. Donc, en fait, c'est pas pareil. Et nous, on est parti du principe, avec tous les échanges et nos réunions, on va dire, du vendredi, toutes les 15 jours, toutes les 3 semaines, avec nos équipes, voilà, avec Agnès et Colette notamment, nous font dire qu'il faut travailler bien sûr sur l'évaluation du foncier aérien. Et cette notion de foncier aérien, nous, on le traite comme un promoteur. Mais on va outiller finalement la copropriété dans l'établissement d'un bilan promoteur, en établissant une marge finale que volontairement, nous, on capte pour dire, travailler en copro, c'est le partage de la valeur. Donc, volontairement, on capte la marge à 10%. 10% de marge nette pour le promoteur. Tout ce qui dépasse, ça remonte pour l'évaluation
du droit à construire et ainsi valoriser finalement en fonction du nombre de mètres carrés qui sont à construire, eh ben, on a une valeur de rachat du droit à construire, comme un terrain finalement neutre. Puisque un terrain, en fait, il est évalué, sa valeur de terrain, elle est évaluée sur ce qu'on peut y faire. Et ce qui nous donne aussi un argument vis-à-vis des copropriétaires en leur disant, bah, vous savez quoi, bien sûr, la valeur du droit à construire, elle va vraiment dépendre de ce qu'on va pouvoir faire sur votre toit, mais surtout, est-ce que quelqu'un va s'y intéresser? Est-ce que ça a une réalité économique de faire un projet sur votre toit? Ça, c'est un vrai sujet. Et donc, on a trouvé cette méthode. Et pour aligner les intérêts, encore une fois, parce qu'on part d'un point d'entrée, hein, qui est le prix de vente du mètre carré, si jamais le promoteur vend plus cher, nous, on a mis en place une clause de surperformance. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un rattrapage de marge qui se fait en fin d'opération. C'est-à-dire qu'il y a un prix de départ qui est fixé, et avec un complément de prix qui est établi et acté, qui passe plutôt bien dans... Alors, ça a été un contrat écrit de haute lutte, mais globalement, on l'a fait acter plusieurs fois, on l'a vendu, des promoteurs l'ont mis en application. Ça a l'air assez efficace, quoi. Voilà. Agnès, et ensuite la question de monsieur au premier rang, qui est patient, mais il ne va pas l'être trop longtemps non plus. En plus, je vais tricher parce que je vais revenir sur la question précédente et pas répondre juste après sur la question de la revalorisation des tantièmes. Mais cette histoire de... Est-ce que notre méthode n'est pas en train de... Est-ce que cette méthode de valorisation, qui est de type promoteur immobilier, n'est pas en train de remettre en cause la valorisation des ventes des parties communes dans les immeubles? À mon sens, pas du tout. Parce que pour reprendre les termes, on n'a pas d'expert en valorisation ici, donc, sauf M. Dalbin, malgré tout, qui est tout le temps aux prises avec ce sujet. Mais pour reprendre les termes d'un expert en immobilier qui commence tous ses rapports par une valeur, c'est d'abord un marché. Vendre un bout de palier, il n'y a pas de marché. La seule personne qui peut être intéressée par l'acquisition du palier, c'est celui qui a les deux lots des deux côtés. Vendre à un promoteur tiers, c'est-à-dire que je ne suis même pas en surélévation par le copropriétaire du dernier étage, mais vendre à un promoteur tiers du droit de construire au-dessus de la toiture terrasse, effectivement, il y a un marché, alors sous réserve du fait que les opérateurs ne sont peut-être pas tous prêts à y aller, mais il devrait ou il va y avoir un marché, et à ce moment-là, il n'y a pas de raison de faire une valorisation différente de celle qu'on utilise habituellement pour un terrain à construire, modulo les contraintes de construction qui sont bien plus importantes. Monsieur, à vous. Présentez-vous si vous voulez bien. Je ne vous connais pas, sans quoi je vous présenterai volontiers. Mais... Oui, avec plaisir. Bertrand vers les 2-3. Donc, j'ai deux séries de questions très rapides. La première, elle est très pratique, elle est pour Didier. 11 dossiers, je l'ai noté tout à l'heure parce que j'avais peur d'oublier, donc on remonte vraiment au début de l'intervention. 11 dossiers validés sur l'année dernière, sur combien d'étudiés? Alors, très bonne question. Je dirais qu'on a un peu plus de 300 dossiers ouverts. Et c'est pour ça qu'on a mis au point un outil logiciel. C'est qu'en fait, on a un énorme taux de chute. Nous, on a pour habitude de dire 100 immeubles analysés, 10% de potentiel. On en réalise 1. Donc en fait, l'intérêt de l'outil, c'est de pouvoir traiter en masse toutes les adresses et de trouver les meilleures. D'où la typologie. D'où la typologie, d'où les étiquettes énergétiques, d'où les croisements. Et alors, heureusement, ça tombe bien, on est qu'une petite vingtaine de personnes chez UpFactor, heureusement, parce qu'on ne peut pas tout faire, mais on a un énorme taux de chute. Et on se dit, on commence par les meilleurs, on s'attaquera aux compliqués plus tard. Et en fait, il y aura un effet d'entraînement. On l'a également dit, tous les promoteurs ne sont pas prêts encore. Hein. On a des promoteurs qui se lancent dans les projets, puis ils font marche arrière. Et des gros. Donc on voit bien que c'est des difficultés. Donc il y a encore un peu de boulot, et ce taux de chute, il est clair. Tu nous donnes le potentiel quand même, parce que c'est bluffant, en mètres carrés, à Lyon ou à Paris. Je crois que tu as fait des calculs qui sont frappants de ce point de vue-là. Alors c'est le potentiel, oui, il y a le taux de chute. Oui, complètement. Il est certain que par exemple les 11 000 immeubles, alors rien que si on parle de Paris Intramuros, oui, voilà. Il y avait 11 000 immeubles qui étaient éligibles. Nous, on pense qu'il y en a plutôt 19 000. Voilà, et c'est le 3 millions de mètres carrés, il est largement sous-estimé. Ça, encore une fois, c'est en application des règles d'urbanisme. L'enjeu, il est plus sur une métropole comme Lyon, où en fait, par exemple, on l'a fait de manière très spécifique sur la question des bailleurs sociaux, et où on a identifié, par exemple, comment on fait pour aller chercher les 25% de logements sociaux dans une ville qui n'atteint pas son quota. Il leur manque 9 375 logements pour atteindre ce chiffre. Mais nous, on leur a dit, en fait, il y en a 4 000 à faire en surélévation
sur le patrimoine des bailleurs, pas sur les copros. Les copros, laissez-les faire du logement privé. La ville, elle est pour tous, et il faut faire de la mixité. Mais allons-y. Et si vous voulez pas faire du logement social sur le bâti social, faites d'autres produits, l'accession sociale, d'autres... Voilà. Et donc, les chiffres, ils sont vraiment importants, il y a beaucoup de potentiel. Maintenant, c'est, voilà, comme vous l'avez compris ce soir, il faut mettre en place toutes les mécaniques pour essayer de concrétiser les meilleurs. Voilà. Oui, Continue. Et la deuxième question, elle est juridico-pratique, on va dire. Elle est payante, hein, la deuxième question est payante. Oui, vous êtes au courant, c'est le modèle économique, on ne peut pas non plus... Je paye pour voir, je paye pour voir. Donc du coup, ça concerne la rémunération. Je me souviens de dossiers il y a assez longtemps où on vendait des loges et on avait une perception en fait au pourcentage comme un agent immobilier. On intervenait en tant que conseil et finalement aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche, est-ce qu'il y a un empêchement à être rémunéré? D'où vient ce choix du promoteur en fait? Voilà, c'est un peu ça ma question. C'est finalement pourquoi on n'associe pas le syndicat des copropriétaires en disant je vais vous apporter un service, je vais vous apporter un nouveau service. Voilà, et c'est courageux parce que c'est la migration du modèle syndic. Et on a parlé beaucoup en début de séance de valorisation du patrimoine, mais là pour le coup on valorise le métier. Donc c'est une bonne chose, c'est un bon axe de développement. Ce que disait Renaud d'ailleurs aussi, voilà. Ça l'a incité à faire. Hein. Et donc cette question-là, elle est couplée à une autre. Comment caser une alors là, question c'est encore plus cher la troisième. Non, elle est couplée à une autre. Tout à l'heure, Renaud, tu parlais de... Alors je ne sais plus si c'est Renaud ou peut-être un autre orateur, mais il y a le projet architectural et on va le faire valider par les copropriétaires. À quel moment on le fait valider, comment on le fait valider et à partir de quand on associe les copropriétaires au projet? Est-ce qu'on le fait en tout début, en amont, on dit voilà ce que je vous propose, voilà ce qu'on peut faire, ou est-ce qu'on va d'abord faire les études et après on les associe? Ça va être pour Moi, je peux intervenir sur la deuxième partie et je laisserai Agnès peut-être répondre sur la première. En fait, l'enjeu, il faut que ce soit un projet partagé. Ce projet partagé, nous, on les associe dès le départ autour du conseil syndical. Hein. Encore une fois, il y a un outil qui est le conseil syndical. On l'élargit à ce qu'on appelle, nous, un groupe de travail, groupe travaux, voilà, et où on a mis en place une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, où on leur tient la main et on leur explique tout ce qu'on fait dans leur immeuble. C'est-à-dire qu'on explique que on va devoir faire des études et on va passer par des fameuses étapes de validation successives. Des fois, ça marche. C'est-à-dire, des fois, on dit banco, on passe à l'étape d'après, mais des fois, on vient les voir 2 mois après avoir signé, en leur disant écoutez, on a fait les études, l'étude de sol, on va devoir, on peut pas, parce qu'il faut qu'on crée des micro-pieux, et du coup, il va falloir qu'on renforce les fondations, l'équilibre économique n'est plus là. Et quelque part, c'est une déception, mais en même temps, c'est très clair, parce qu'on a échangé très en amont. On s'appuie sur le conseil syndical, on fait valider le projet au fur et à mesure, et on les associe dans la rédaction de l'ordre du jour pour aller présenter, bien évidemment, l'offre potentielle d'un promoteur qu'on aurait reçu. On leur montre les offres. Vu qu'on est à bilan ouvert, la marge est capée. Quelque part, la concurrence des promoteurs, elle est même assez faible. C'est-à-dire que dans l'exemple, on a 3 promoteurs qui ont postulé au projet. Les 3 avaient fait une offre quasi similaire. Pourquoi? Parce que le partage de la valeur, il est super encadré. Puisque la marge finale et l'évaluation du droit à construire, elle dépend du chiffre d'affaires de l'opération. Voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et à chaque fois, on a intégré le conseil syndical et le groupe travaux. La difficulté, c'est effectivement c'est dans les mutations. Parce que quand on a des immeubles avec des mutations, là, c'est difficile de raccrocher les gens. Alors on s'appuie sur le conseil syndical et à force, ça devient des gens avec qui on passe beaucoup de temps et qui se prennent au jeu. Hein. Je ne vous cache pas qu'on a des présidents de conseils syndicaux qui deviennent des experts, quoi. Et qui nous accompagnent. Et j'ai un exemple à la montagne où on travaille sur une copropriété, par exemple à La Rosière, où on a un président de conseil syndical qui, avec mes équipes, en gros, tout le temps. Et c'est mon meilleur commercial. On peut ajouter quand même que sur le patrimoine de montagne, on ne fait pas de distinction ici entre les patrimoines, mais ça peut en intéresser certains, c'est juste vital. Ouais. La rénovation de ces immeubles des années 60-70 est conditionnée par cet apport économique. Il y a un sujet majeur à la fois de destination, puisque en fait ce sont des copropriétés qui sont un peu en déshérence parce que très peu utilisées, avec des niveaux de charge très importants et avec des équations d'étiquette énergétique terribles. Soit tout électrique, soit chauffage fuel au mieux.
Et on se retrouve dans des équations vraiment complexes où là, la problématique de la location, puisque le seul revenu c'est de mettre en location des semaines de vacances pour certains propriétaires, louer une copropriété à 2100 mètres en Tarentaise avec une étiquette G, ouais, c'est plus possible. Enfin, ça sera bientôt plus possible, quoi. Voilà. Isabelle. Deuxième question aussi, Isabelle, attention là. Ah non, il y avait la session, c'est Agnès qui devait en parler, session des lots et modèle économique. Et autorisation. Ouais, la question de l'autorisation de travaux, en fait, le projet, la validation du projet de travaux. En réalité, quand on en arrive au moment où on est sur la promesse de vente de cession de lot transitoire, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que le lot transitoire soit suffisamment défini dans sa consistance et dans ses tantièmes, en fait, on est pratiquement à un niveau, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais APS+, on va dire, peut-être pas APD, mais APS+. Donc en réalité, on a déjà un projet complet, plus qu'un visuel, hein, pratiquement, à présenter à la copropriété. On pourrait se dispenser de faire voter le projet de surélévation, puisqu'on fait de toute façon voter le lot transitoire. En général, on fait les deux. On leur dit, voilà, on vous propose la cession du lot transitoire, mais comme de toute façon, ce lot transitoire, il repose déjà sur un projet qui est extrêmement défini, on fait en plus valider l'aspect final de la... Parce que c'est effectivement une question d'esthétique. On fait valider l'aspect final de la façade, l'aspect final de la copropriété. On ne rentre pas forcément toujours dans le détail de ce qui se passe à l'intérieur de la surélévation, puisque là, pour le coup, c'est le lot transitoire, éventuellement des parties communes spéciales. Mais en tout cas, pour tout ce qui est, je dirais, conjonction de la surélévation avec l'existant, là, on va avoir des décisions qui vont être pratiquement, on va faire... je dirais pas une décision par type de travaux, mais on n'en est pas très loin. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on fait vraiment valider le prolongement de l'ascenseur, c'est une décision séparée. Voilà, donc on est vraiment dans quelque chose qui est extrêmement détaillé, à la fois sur l'aspect final du projet et sur tous les impacts de ce projet sur l'existant. Donc on présente un projet qui est très finalisé. Jean-François, vous voulez compléter? En fait, c'est pour qu'il n'y ait aucun doute et aucune... déception ou aucune surprise. Parce qu'il faut que les copropriétaires, quand on détaille un vote, ils votent. Et voilà, c'est pas on vote une enveloppe et après, au sein de l'enveloppe, on va se débrouiller. Parce que là, pour le coup, on est sûr de se planter. Donc on détaille tout pour que derrière, chaque décision, elle est prise en pleine conscience et il n'y a pas de dire « Ah, mais je ne savais pas que ça allait être comme ça si j'avais su ». Non, en fait, si j'avais su, c'est pas possible. Donc en fait, c'est pour ça que c'est un travail de rédaction qui est compliqué et qui doit être ultra détaillé. D'autant plus que c'est de l'innovation, donc il faut rassurer, il faut bétonner, c'est qu'elle le dit. Et pour pouvoir définir le lot transitoire, il faut qu'on soit le plus précis possible et donc que tout soit clairement défini. Et puis il y a quelque chose que l'on a tendance à oublier depuis 2007 parce que c'est juste une déclaration sur l'honneur, mais normalement, pour déposer un permis de construire, on doit être habilité par les propriétaires, donc par le syndicat des copropriétaires. Maintenant, depuis 2007, la formule c'est « je déclare sur l'honneur ». Mais préalablement, et il y avait beaucoup de permis qui étaient cassés parce qu'on n'avait pas d'autorisation du syndicat des copropriétaires ou même sur un simple terrain, avec une promesse de vente, le propriétaire qui autorise tel promoteur à déposer un permis. Donc normalement, on doit être habilité à déposer le permis de construire. Et pour pouvoir être habilité, il faut présenter un dossier qui soit viable. Et il n'est pas question de le modifier le lendemain qu'on a l'autorisation pour déposer autre chose. Isabelle. Oui, je voulais juste... Alors, rémunération pour cession des droits à construire. Oui, parce que... ça, c'est intéressant, juste, c'est qu'effectivement, pour la cession des droits, pour la cession des droits à construire, a priori, c'est comme ça qu'on va lancer, nous, les opérations. C'est-à-dire qu'on a des honoraires de transaction, du lot transitoire. On arrive même à associer certains qui ont justement la faculté ou qui ont la carte T qui permet de faire de la transaction. On les associe aussi à la commercialisation des biens. Ça, c'est aussi une possibilité. Alors, dans notre cas, c'est pas le cas. On l'a laissé au promoteur qui lui-même va commercialiser, mais c'est aussi une autre piste où on pourrait aller chercher des honoraires complémentaires. Agnès, une question, parce que c'est moi qui la pose. J'étais étonné par une chose, mais je suis ignorant. Par le
par le passé, on pouvait, pour des sessions de parties communes, de loges notamment, se dispenser de carte T et entrer sur un mécanisme de conseil, c'est ça Non, je pense qu'on est vraiment sur... c'est la transaction. Quand il y a une contrepartie financière sur la session, Voilà. il faut la carte T. Voilà. C'est la limite du modèle d'ailleurs, c'est qu'on peut envisager une rémunération sous cette forme-là du syndic dans certaines opérations, mais il faut que le syndic ait la carte T, ce qui n'est pas forcément le cas. Non, c'est un sujet, c'est pas forcément le cas, on est d'accord. Je pense pas. Hein, Par rapport à la loi Hoguet, je pense pas. On est en plein dans la loi Hoguet. Ordre public l'intermédiation, c'est voilà, hein, la carte T, de direction. on hein. disait tout à l'heure. Ah oui, c'est clair. Non, mais je vois où Il n'y a pas d'interstice. Isabelle. Et après, je pense qu'on va juste pour arrêter. répondre, je crois, c'est comment Charles-Édouard ou Michel-Édouard Pierre-Édouard. Pierre-Édouard, je vais y arriver. Tout ça est très joli, mais c'est mais tout Pierre-Édouard. ça, oui, Voilà. ça m'aurait pu l'appeler des 3 prénoms, donc du coup. Et pour revenir aux honoraires sur l'étude, ce que j'ai fait, moi, pour la surélévation que j'ai faite dans le 5e, c'est que j'ai passé une résolution d'Assemblée Générale qui autorisait en toute transparence, c'est le syndicat qui m'autorisait à percevoir des frais d'études par le promoteur. Mais qui disait, on en a connaissance, c'est un montant de temps, c'est à la charge du promoteur, etc. Donc j'ai essayé de me blinder du mieux que je pouvais pour ne pas travailler gratos, parce que c'est un vrai travail. Bien sûr. Mais voilà. C'est ça que je voulais dire. Agnès, je ne sais pas si c'est bien. Hein. Ce modèle-là, je ne dis pas ce que j'ai fait est bien. Orthodoxe, j'en sais rien, mais... Il est orthodoxe, ce modèle-là ça faisait partie des questions qui avaient été posées à l'époque, oui. Mais effectivement, il y a un vrai sujet de transparence vis-à-vis du syndicat des copropriétaires sur la rémunération qui peut être perçue, y compris quand cette rémunération est versée par le promoteur immobilier. Donc c'est vrai que c'est prudent de mettre le point à l'ordre du jour, alors même que ce n'est pas le syndicat qui verse. Mais il y a un sujet, puisque on se retrouve malgré tout avec un syndic qui va percevoir une rémunération qui donc a un intérêt, je dirais d'une certaine façon, heureusement, parce que le pauvre, mais voilà, il a un intérêt dans la réalisation de cette opération. Mais c'est transparent. Il est important ouais. d'assurer la transparence de cette rémunération. Alors, je mets fin et à la table ronde et à la séquence de questions. S'il y a des questions rentrées, je pense qu'il y a d'autres moyens de parler avec nos débatteurs qui vont rester encore un petit peu. Je remercie déjà de mon balcon Agnès Lebatteux, mais aussi pour tous les enseignements qu'ils nous ont donnés, Thierry et Jean-François d'Albin pour nous avoir fait partager leur expérience. Conviction. Moi, j'ai le sentiment, alors je vous le dis, j'étais un peu convaincu avant, je dis le jeu était faussé, hein. Je crois dans cette solution, mais il me semble que vous avez démontré que c'était possible. Vous avez été très clair sur les obstacles à franchir, mais aussi sur la manière de les franchir. Le droit pourra peut-être évoluer, mais dans le bon sens, parce qu'il y a eu une tension quand même très claire aujourd'hui. Merci mille fois. Vous les applaudissez, s'il vous plaît, si vous êtes satisfaits.